Bienvenue dans cet amphi de l'Université de Bretagne occidentale. Donc, nous sommes plusieurs pour vous accueillir, pour vous présenter l'ingénierie dans les filières scientifiques de l'UBO. On va tâcher de vous d'éclaircir et de développer un petit peu ce concept de l'ingénierie. Donc moi je suis Valérie Dormocrage, je suis chargée d'orientation au sein de Cap Avenir étant le service d'information, d'orientation, d'insertion et d'entrepreneuriat de l'Université de Bretagne occidentale. Et donc Cap Avenir a pour mission entre autres d'organiser des manifestations à destination des lycéens pour leur faire découvrir l'université. Donc c'est la raison pour laquelle c'est moi qui vous accueille aujourd'hui. J'aurai l'occasion en fin de présentation de vous parler un petit peu des immersions individuelles qui sont possibles à l'université. Je vous expliquerai ce que c'est, je vous montrerai sur le site de Cap Avenir comment on peut les trouver si cela vous intéresse. Voilà, donc on a un petit souci technique. Parce que là, ça se passe à toute place et c'est pas la même chose que. Et là, tu peux me commander, et là, ça. Celui-là, vous ne m'occupez pas. Ah, ça y est, une partie. Ouais, mais il y a toujours un décalage. Ouais. Et pourquoi il ne veut pas commencer À partir. Donc, je vais vous présenter, en attendant que ça marche, je vais vous présenter les intervenants. Donc, nous avons Monsieur Jean-Philippe Babot, qui est enseignant, chercheur et responsable du département informatique. Je suis Directeur adjoint de la faculté des sciences. Directeur adjoint de la faculté des sciences, pardon. Et enseignant en informatique, je ne dis pas de bêtises. Et donc, Monsieur Julien Ville, qui est maître de conférence en rhéologie des fluides complexes, si je ne dis pas de bêtises, donc il est professeur des universités. Donc voilà, donc Monsieur Ville vous expliquera sans doute ce que c'est que la rhéologie. Voilà. Et puis nous avons Romain qui est étudiant en master d'informatique et qui apportera son témoignage en complément de ce que pourront vous expliquer les deux enseignants qui sont présents ce soir. Voilà, donc il va y avoir d'abord un temps de présentation par les enseignants et puis un temps d'échange avec Romain. Et ensuite, vous pourrez poser les questions que vous aurez envie de poser. Profitez-en, vous n'êtes pas nombreux, donc c'est vraiment l'opportunité pour vous de poser toutes les questions qui peuvent vous intéresser. Voilà. Alors, est-ce que ça marche? Ouais. Ouais. On va s'en prendre un peu de temps. Ouais. Bon, je vous laisse la place. Donc, je cède la parole à Monsieur Babot. Bonjour. Donc moi, je suis donc, comme je disais, directeur adjoint. Donc j'ai une vue un peu, je suis responsable en particulier des masters de l'université, de la faculté des sciences et techniques. Donc à travers ça, je vais essayer de vous présenter un peu comment on voit l'ingénierie au sein de la faculté des sciences et techniques. Donc la faculté des sciences et techniques, c'est beaucoup d'étudiants, 3500 étudiants, à peu près 250 enseignants-chercheurs et des départements de spécialités très divers. On va faire de la biologie, de la chimie, géoarchitecture, sciences de la terre, c'est la géologie, des mathématiques, de la physique, donc des choses peut-être plus connues évidemment des lycéens, puisque avec la biologie, la physique, chimie, c'est ce qu'ils connaissent le plus, et puis des matières qui sont peut-être un peu moins connues, comme l'électronique ou la mécanique, et bien sûr l'informatique, puisque je dis ça bien sûr parce que je suis informaticien, mais c'est aussi une matière qui n'est pas obligatoirement connue, on va voir la complexité qu'elle peut avoir pour un ingénieur en suivant. Donc voilà des spécialités, et donc on se dit que l'université, elle s'appuie sur des laboratoires de recherche, c'est surtout un lieu de la connaissance, de la recherche et des choses assez pointues en enseignement et en recherche. Ça c'est une vue qu'on peut avoir classiquement, et l'autre vue que peut avoir un lycéen, c'est que moi, dans cette faculté, je vais pouvoir faire des études, et c'est assez compliqué des fois de comprendre le système des études en France. Et donc pour un lycéen, ce qu'il voit, c'est qu'il peut faire un but, il peut faire un BTS aussi, pourquoi pas, une licence, ou une prépa pour faire une école d'ingénieur. C'est un peu la vision, on va dire, classique que va avoir le lycéen. En fait, il faut comprendre que le système des études en France est basé sur le système LMD, qui est un système européen. Et donc, on a un système à Bac+3, Bac+5, Bac+8. Et Bac+3, on va retrouver les licences
les licences pro qui sont après les BTS et les BUT, et on va retrouver ce bac plus 3 après une première année d'école d'ingénieur. Il y a un petit décalage parce que les écoles d'ingénieurs sont aussi 2 plus 3. Nous, on va être sur le système européen, 3 plus 2, donc la licence, et en suivant de la licence, le master, sur 2 ans. Et après, pour ceux qui veulent continuer, après un bac plus 5, quand on ait fait une école d'ingénieur ou un master, on peut faire une thèse. Donc là, les systèmes se rejoignent. Et vous voyez qu'il y a un peu 2 systèmes en parallèle en sciences et techniques. Pour faire du bac plus 5, c'est le système d'école d'ingénieur et du master. Alors vous allez voir que c'est ce qui va peut-être amener de la confusion sur la notion d'ingénierie et de ce qu'est un ingénieur pour les lycéens, parce qu'on parle déjà des diplômes d'ingénieur. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'avec un master, je suis ingénieur ou pas? A priori, je n'ai pas le diplôme, mais est-ce que pour autant, je peux être ingénieur? C'est ça les questions. Alors, cette question est importante et il y a beaucoup de confusion. Donc la première chose que je voudrais ici faire, c'est lever cette confusion entre le diplôme et le métier. Hein? Le diplôme, vous avez vu qu'il y a des diplômes différents. Pour le bac plus 3, ça va être des BUT, des licences pro, des licences. Pour le bac plus 5, il y a 2 diplômes. C'est le master et le diplôme d'ingénieur. Ça, c'est des diplômes. Puis après, bac plus 8, c'est le doctorat. Après, il y a les métiers. Et master, ce n'est pas un métier. Si vous voyez des gens qui travaillent, vous leur dites, c'est quoi ton métier? Master, c'est pas un métier. Ingénieur, c'est un métier. Professeur, c'est un métier. Chercheur, c'est un métier. Et la faculté ne forme pas que des professeurs et des chercheurs. Elle forme des professeurs, des chercheurs et des ingénieurs. D'accord? Et on va voir que dans certaines filières, elles forment à 90-95% des ingénieurs. Donc là, c'est la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un master va permettre d'accéder au métier d'ingénieur, mais ce n'est pas le titre d'ingénieur. Le titre, le diplôme, c'est le diplôme de master. La grande différence, en gros, ça va être les écoles d'ingénieurs vont être, pas toutes, mais pour la plupart aujourd'hui, des écoles généralistes. Donc la logique des écoles d'ingénieurs, c'est de dire je forme l'esprit, je fais un peu toutes les matières, j'essaie d'avoir une vue générale d'un peu toutes les problématiques scientifiques et je forme l'esprit ouvert et généraliste. Nous, on va plutôt avoir une vision de former des spécialistes. J'ai perdu le... Ouais, il faudrait que ça suive ici. Il faut fermer celle qui... Ouais, celle-là peut-être. Il faut... C'est pas grave. Donc voilà, ça c'est le premier point qui est clé, qui n'est pas facile à comprendre, même si on a des collègues qui ne comprennent pas cette distinction, n'est-ce pas? Et... Non, je dis ça, mais... Personnellement, je comprends la distinction. Mais voilà, donc on a... Ça c'est important. Alors la différence, je le répète, c'est... En gros, est-ce que je vais être un spécialiste, un ingénieur spécialiste, ou plutôt un ingénieur généraliste? Souvent, c'est ce qui va faire les... Voilà. On va déplacer la présentation. Ouais. Oui. Voilà. Désolée. Et donc, on va faire ce qu'on appelle du bac plus 5. Alors, en fait, dans les formations de l'université, de la faculté des sciences et techniques, eh bien, beaucoup de masters vont plutôt former, ce que je vous disais, des ingénieurs. Certains vont former plus des chercheurs ou des enseignants, et d'autres plus des ingénieurs. Ça dépend un peu les thématiques. En génie mécanique, informatique, électronique, on va voir que l'actuariat, on peut le mettre dans la catégorie. En chimie et en géoarchitecture, image et son, en écologie, on va majoritairement former des gens qui vont devenir ingénieurs. Donc, le cœur de la formation, surtout en master, c'est l'ingénierie. Alors, pourquoi je dis surtout en master? C'est parce qu'à licence, je répète, on veut faire des spécialistes. Donc, il faut des bases scientifiques et techniques. Donc, ces bases, souvent, vont être acquises en licence, surtout deuxième année, troisième année de licence, première année de master. Et donc, on va avoir des gens, on va plutôt être dans les thématiques scientifiques et techniques dans les premières années. Et puis, après, dès le master, on va travailler aussi sur les enseignements, sur l'ingénierie, pour former des ingénieurs. D'accord? Alors, c'est quoi l'ingénierie? Parce que je parle d'ingénierie, mais c'est quoi? Je me suis amusé, je suis allé sur Wikipédia. C'est un ensemble de fonctions qui mènent à la conception et les études, l'achat, le contrôle, la fabrication des équipements, la construction, la mise en service d'installations techniques de systèmes industriels. Il y a plein de mots que j'ai mis en gras. Ce qu'il faut comprendre dans la notion d'ingénierie, c'est qu'il y a une notion de conception. À un moment donné, on va fabriquer quelque chose, donc on va réfléchir. Et on va avoir des modèles, des théories, pas simplement pour comprendre des phénomènes physiques, par exemple, mais aussi pour comprendre, pour fabriquer un système.
Donc on va pouvoir fabriquer le système. On peut aussi, par extension, le maintenir, faire de la maintenance, pas toujours de la construction. Il y a aussi l'installation, la maintenance. Et ces mots-là, bien sûr, vont résonner facilement en mécanique, hein, quand je parle de fabrication, installation, maintenance, mais en informatique, on va concevoir des systèmes informatiques, on va les installer. En électronique, en télécommunication, on va concevoir, on va installer, on va maintenir des systèmes de télécommunication. Et vous allez voir que même en chimie, on va se poser des problèmes de conception, de systèmes, etc. Donc il y a un moment donné où on va être un ingénieur, on va fabriquer des choses, on va réfléchir à faire des systèmes. Et plutôt industriels, mais on peut aussi imaginer qu'on a des systèmes financiers. C'est pour ça que l'actuariat, quand on discute avec nos collègues qui forment des actuaires, on a des démarches pédagogiques, des façons de faire qui sont assez proches au final. Alors, de manière globale, si on prend toutes ces formations, qu'est-ce qu'on va regarder? Déjà, elles vont toutes avoir, elles vont mettre l'importance sur le monde extérieur. Donc toutes ces formations vont avoir des conseils de perfectionnement avec une majorité de membres extérieurs qui représentent le tissu industriel et qui vont expliquer aux enseignants, aux équipes enseignantes, qu'est-ce qui est attendu pour leur métier d'ingénieur, qu'est-ce qu'ils veulent que l'on développe dans les formations. Donc ça, c'est un point important, on est tous adossés à un tissu industriel, local ou national, il se peut qu'on ait des partenaires industriels au niveau national. On va retrouver beaucoup de stages, on va retrouver de l'alternance. Alors l'alternance, c'est un master, soit en deuxième année de master, soit en première et en deuxième année de master. Donc on peut faire de l'alternance, des stages souvent en licence, en master. L'enseignement par projet, c'est-à-dire qu'on peut faire des cours TP classiquement, ce qu'on imagine, des TP, mais à un moment donné, pour adresser, c'est un anglicisme, pour considérer, pour l'ES, voilà, considérer des systèmes complexes et faire des choses sur la durée. Travailler aussi en équipe, apprendre aux étudiants à travailler en équipe, et ça se fait dans des projets. Et puis, on va aussi demander à des industriels, des intervenants extérieurs, d'intervenir directement dans les formations. Donc, on va les avoir sur des enseignements spécifiques sur lesquels ils ont des compétences qu'on peut peut-être ne pas avoir à l'université, au travers de conférences, régulièrement venir faire des conférences, et puis même dans certaines formations, on va leur demander à des RH, par exemple, des responsables RH, de faire des simulations d'entretien avec les étudiants. Et puis, on a le forum entreprise. C'est un moment clé de la vie de la faculté où on va retrouver une vingtaine d'entreprises qui vont venir pour venir pré-embaucher, souvent c'est pour les stages de l'alternance, dans le but de pré-embaucher nos étudiants. On a beaucoup en informatique, mais aussi en électronique, mécanique, des gens qui vont chercher, qui cherchent nos étudiants, qui sont des étudiants de qualité et qui sont très recherchés. Vous allez voir, on a des taux d'insertion professionnelle qui sont très bons. Voilà, qui vont venir les chercher. Alors on peut avoir le forum de l'université, après l'actuariat fait son propre forum parce qu'ils ont une demande très spécifique et très forte aussi. Je sais que mes collègues de mécanique aussi organisent des événements spécifiques à la mécanique, ça peut être sur l'électronique, etc. Pareil en écologie. Après on peut être sur des thématiques très différentes et des fois le tissu industriel étant très particulier, les formations ont leur propre forum ou leur propre circuit de recrutement des étudiants. On a beaucoup de parcours de master, je ne vais pas vous les détailler ici, je ne peux pas, c'est pas le but. Je parle plutôt de master parce que l'ingénierie, c'est du bac plus 5, hein, clairement, on est sur du bac plus 5 et pas du bac plus 3, donc j'ai beaucoup de master. Et vous voyez, j'ai mis en violet un peu plus, le violet c'est la couleur de la faculté des sciences, mais j'ai mis en violet un peu plus clair toutes les formations qui sont proposées en alternance. Vous voyez que la majorité des formations qui sont proposées en alternance. Donc ça, c'est vraiment un souci de professionnalisation, de coller aux besoins des entreprises, et donc, en général, c'est évidemment dans l'ingénierie, clairement. Si je regarde comment ça se décline sur les formations, vous n'allez pas être surpris, on se dit qu'ingénieur, c'est ingénieur en mécanique, peut-être la vision, contrairement que j'aurais, mais peut-être pour des lycéens, mais ingénieur en mécanique, en électronique, peut-être en informatique, ça fait un peu classique. Vous allez voir que dans tous les domaines, on peut être ingénieur. Par exemple, en chimie, on a une formation, le Master K COPEX, qui va former des ingénieurs qualité pour des laboratoires d'analyse, parce qu'il faut faire des analyses de qualité des produits, en particulier des analyses de pesticides pour la sécurité alimentaire, ou alors des gens qui vont faire de plus en plus du machine learning, de la data analyse, de l'analyse de données, et donc utiliser des techniques, de nouvelles techniques d'IA, pour aller chercher des vérités dans les gros volumes de données qu'on peut avoir des big pharma, de la pétrochimie ou autre. D'accord? Voilà un master chimie, mais qui va former des ingénieurs. Le master actuariat, j'en ai parlé, c'est un peu spécial. Le master actuariat, c'est une branche des mathématiques, l'actuariat, c'est pas très connu, mais c'est lié à la notion de risque dans les assurances. Il y a de plus en plus de risques et les assurances et les banques sont de plus en plus à la recherche de mieux prédire et analyser le risque.
que ce soit pour les prêts, pour les assurances, avec le changement climatique, vous imaginez bien qu'on doit affiner les calculs de risque, c'est très complexe. C'est un champ d'activité mathématique très complexe qui intéresse les assurances, mais pas simplement. Aussi, ça peut être l'État et autres. Et donc, c'est une formation qui va regrouper statistiques, probabilité, finance, mais aussi informatique, sciences de la donnée, le droit, l'économie, avec un bon niveau en anglais. Donc, c'est une formation très particulière. Pourquoi? Parce que pour être actuaire, il faut être, voilà, la formation doit être habilitée à délivrer le titre d'actuaire. C'est comme un titre d'ingénieur. Donc, à l'UBO, on a cette formation qui délivre le titre d'actuaire, qui est donc le master EURIA, il est accrédité. Et donc, c'est un master, évidemment, qui est sélectif, avec un recrutement qui peut être sur les licences de chez nous ou après des prépas, puisque c'est un niveau de maths qui est requis déjà, mais pas simplement. Vous voyez bien, il y a un aspect économie et informatique et traitement de la donnée. C'est une filière qui marche évidemment excessivement bien. Autre domaine sur lequel on pourrait être surpris, c'est l'écologie. On parle beaucoup d'écologie, mais oui, il y a aussi des ingénieurs en écologie. Donc eux, ils vont faire plus de l'expertise. On a parlé de fabriquer des systèmes, mais déjà les comprendre, les évaluer, et aussi, vous voyez, restaurer des écosystèmes. Comment je reconstruis un écosystème? C'est pas je construis un système mais industriel, mais comment je reconstruis un écosystème? Et donc là, on va avoir des gens qui vont être des chefs de projet, chargés de mission, dans des bureaux d'études, et dans la formation, on va trouver beaucoup d'ateliers, beaucoup de... Bon, il y a bien sûr des bases scientifiques, hein, mais c'est pluridisciplinaire. Et puis on va travailler sur l'acquisition de données et la compréhension des milieux, donc il y a beaucoup de pratiques. Je change complètement, vous voyez, à chaque fois je balaye des thématiques très différentes. Électronique et télécom, on va avoir beaucoup de formations ici en électronique plutôt orientée télécom, avec beaucoup d'ingénierie en télécommunication. Donc, avec des, vous voyez, beaucoup de sociétés, là, alors, toutes les filières on peut le faire, mais on voit bien qu'en électronique, vous voyez, la DGA c'est l'armement, Nokia, je pense que vous connaissez, le CNES c'est la partie spatiale, Thales, bon, à Brest, quand même, Thales c'est une entreprise très connue, mais il y en a d'autres, ST Microelectronics, bon, les gens qui connaissent les cartes électroniques connaissent ce type de sociétés, Orange, SFR, vous connaissez, voilà, beaucoup d'entreprises. Pour faire de la R&D, donc des choses, je vais parler d'ingénieurs spécialistes, évidemment, les gens qui vont sortir de master d'électronique vont être des spécialistes, vont être des gens pointus. Donc ils vont aller sur des développements R&D, des choses assez pointues dans ces entreprises. R&D, juste. R&D, recherche et développement. C'est pas de la recherche au sens de la recherche académique, mais c'est de l'innovation et des choses un peu complexes, en fait, des choses novatrices. Voilà. Là, je vais vous parler de la partie informatique, le parcours des masters en informatique. Donc là, l'idée, c'est de former des ingénieurs généralistes en informatique. Alors, les ingénieurs au sens du métier, hein, pour faire des conceptions de développement d'applications complexes. Donc là, on vise tout type d'applications, embarquées, système interactif et autonome, avec de l'IA. Logiciel de traitement de la donnée, application web, système d'information. Bon, j'ai remis dans le petit nuage là, des choses que j'avais dit pour tout le monde, hein, des stages, de l'alternance, des intervenants extérieurs, des conférences, des forums des entreprises. Voilà, c'est un peu... Voilà. Et puis, des exemples, ingénieur développement chez CGI, ingénieur de recherche en INRIA, ingénieur test fonctionnel chez Altra. Ça, c'est des gens qui sont sortis de la formation et qui occupent ces postes-là. Alors, des fois, on dit ingénieur, développeur, consultant. Ça dépend des entreprises et des postes. J'avais prévu de vous présenter, mais là, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas la main, c'est pas mon ordinateur. J'avais prévu d'aller sur des sites pour vous montrer en quoi l'histoire de ingénieur et master c'était assez équivalent. Tout simplement, je suis allé chercher des offres d'emploi. Et j'ai dit, par exemple, je vais faire des ingénieurs informatiques, j'aurais pu faire ingénieur en télécom, ingénieur en mécanique, et je cherche les offres d'emploi aujourd'hui. Qu'est-ce qui est demandé? Eh bien, j'ai regardé toutes les, alors là c'était plutôt informatique, moi que j'ai regardé, toutes les offres d'emploi disent, je cherche des gens à Bac+5. Titre d'ingénieur ou équivalent. Voilà, ça veut tout dire, ça veut dire qu'ils cherchent des gens qui ont un master ou un diplôme d'ingénieur. Donc, voilà, c'est Hello Work ou Indeed, c'est des sites génériques, hein, je ne vais pas chercher. Vous pouvez regarder. La différence, évidemment, je vous répète, il y a plutôt le généraliste et le spécialiste. Et sur la licence ou la prépa, évidemment, on n'a pas les mêmes stratégies de formation et d'enseignement que ceux des prépas qui préparent aux écoles d'ingénieurs. Ça, c'est sûr. Le taux d'insertion, est-ce qu'il est bon? Est-ce que si je fais ça, le monsieur il a dit que c'était bien, qu'on pouvait être ingénieur et qu'on pouvait gagner beaucoup de sous et qu'il y a du boulot, mais est-ce que pour autant c'est vrai? Donc ça, c'est des chiffres qui viennent du ministère, c'est pas nous qui les produisons, c'est des chiffres du ministère. Notre taux d'insertion à 30 mois, bon, c'est 93%.
On est national, c'est 94. Bon, on est à 90, 95%. Là, c'est tout confondu. C'est toutes les formations de master de la faculté des sciences. D'accord, c'est tout le monde. Et vous voyez que par des emplois de niveau cadre ou professeur intermédiaire, parce que quand vous êtes professeur, des fois, vous ne pouvez pas obligatoirement être cadre. Enfin, voilà, il y a des statuts qui sont peut-être pas reconnus, mais c'est 95-97%. Donc on est dans une notion de cadre. Et si je prends le taux d'insertion en informatique, là aussi, c'est des chiffres ministères, je les connais un peu mieux. Vous voyez qu'on est à 100% de niveau cadre, par des emplois de niveau cadre, 100%. Là même, il n'y a pas de profession intermédiaire. Et vous voyez que le taux à 18 mois est de 81%, le taux d'insertion à 30 mois, évidemment, de 87%. Voilà, il n'y a pas de souci d'employabilité et de trouver des emplois qui correspondent à la formation. Quand je dis qu'on a du travail, il y a du travail qui correspond à ce pourquoi on a travaillé pendant 5 ans. Voilà. Ça, c'est important d'avoir ça. Voilà. La conclusion de ça, c'est vous aimez les sciences et la technique, vous aimez l'ingénierie, vous êtes prêt à vous engager dans vos études, vous êtes à la bonne place. Et donc, voilà quelques exemples de réussite avec un manager à Capgemini qui a fait la licence et master informatique à l'UBO. Le master actuariat, je le dis, les actuaires, voilà, Marine qui est directrice qui est chez AXA, des risques chez AXA et qui est marraine je pense AXA est la marraine de la promotion cette année, de la promotion de Lauréat. Colin, un ingénieur télécom, donc là plutôt la partie électronique, et puis le master chimie qui est devenu chef de projet, vous voyez. Donc voilà, on aurait pu en mettre d'autres, c'est une sélection de prix. Est-ce qu'on peut passer à la partie idée? Je vous proposais après de faire un petit focus sur la partie mécanique, là, qui est un peu moins connue des lycéens que d'autres matières, peut-être. Et donc ça pourrait être intéressant de présenter. Je sors et j'ouvre la présentation. Oui. Alors. On télécharge. Ouais. Sinon, on peut le retrouver dans l'email. Ouais, c'est On n'a pas reçu les premiers. Donc, Jonathan, les présentations. Est-ce que déjà, peut-être le temps qu'on reçoit, vous avez quelques questions peut-être sur cette première partie? Est-ce que c'est clair le message? Quelle est la différence si je suis étudiant, enfin lycéen, et que j'hésite entre une prépa et une licence à l'université? Quelles sont les différences pour bien comprendre? Vous avez insisté sur le côté généraliste dans les prépas et dans les écoles d'ingénieurs. Comment je fais pour faire mon choix? Alors ça, c'est la vraie question. C'est la vraie question. C'est la vraie question, et en plus, je rajouterai le DUT. Oui, le DUT. Est-ce que je fais, enfin DUT, mais je dis DUT, mais c'est but. Est-ce que je fais un but? Est-ce que je fais l'université? Est-ce que je fais une prépa? C'est ça. Quand je parle de généraliste spécialiste, c'est plutôt vers la fin, c'est plutôt vers le master. Parce que en prépa, on fait des maths de la physique, en gros, donc pas très généraliste. Donc on n'est pas généraliste, on fait maths physique. DUT, par contre, on va se spécialiser, et encore plus que nous, en but. C'est-à-dire que si je veux faire un but informatique, je fais que de l'informatique. Alors que chez nous, en première année, il va être ça, une orientation progressive. Donc ils vont faire la première année un peu plus de matières diverses pour s'orienter sur la deuxième et troisième année. Donc on a vraiment des gens qui savent ce qu'ils veulent faire, c'est les buts, on va dire, et sur des choses, sur l'enseignement un peu plus classique, un peu plus la suite du lycée, avec des classes, etc. L'université avec de l'encadrement de TP, parce qu'on a l'impression que la fac, on est encadré, on est suivi, mais avec une orientation progressive. Mais après, dès la deuxième année, en général, on commence à se spécialiser. Et puis, je vais voir si je retrouve. Et puis les prépas qui sont être très maths physique et qui après vont devenir plus généralistes. Après, sur les 3 ans d'école. Ce qui va, pour moi, ce que je dis toujours, c'est d'aller dans les forums ou quand je rencontre les salons. Je pense qu'il faut vraiment que ça dépende du type d'étudiant. Je ne veux pas dire aux gens, venez à la fac tous, ça n'a pas de sens. Ça dépend du type d'élève. Si j'ai un élève qui commence à être autonome, qui est capable de venir se réveiller et de ne pas attendre qu'on le dise tous les jours, lève-toi pour aller à un cours, un peu comme en prépa et à l'unité, l'université est très bien. C'est vrai que si vous avez un jeune qui a du mal à se mobiliser, parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire,
L'université, bah oui, c'est une chance, mais à la fois, il faut qu'ils puissent la saisir. Donc, il faut être honnête, quoi. Il faut que les gens fassent analysent leur profil et se disent, est-ce que c'est une chance pour moi? Et je pense que par contre, celui qui ne sait pas encore ce qu'il veut faire exactement, et qui n'a pas envie d'être dans un tunnel, et qui n'a pas envie d'être pris dans un système, etc., et qui veut par exemple plus choisir, bah, l'université va lui permettre dès la première année de faire plusieurs matières, de l'aider à s'orienter, et ensuite il va pouvoir après se spécialiser dans ce qui l'intéresse. Et donc il va avoir les sciences au cœur, et les techniques au cœur de ses préoccupations. Si c'est son profil, je n'ai pas encore choisi, je veux pouvoir me lancer dans quelque chose, et après là je m'y lance, je m'y lance à fond, là l'université répond bien, je pense, à ce besoin-là. Après, je ne sais pas ce que je veux faire et je ne saurais jamais. Je peut-être une école généraliste va l'aider à retarder son choix. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à rentrer à l'université, donc ils font d'autres choses comme le but, mais après, le but, la plupart des étudiants vont venir à l'université chez nous. On va avoir beaucoup d'étudiants de but qui viennent chez nous, ou dans les écoles d'ingénieurs. Donc après, en fait, c'est une question d'à quel moment je fais le choix. Et on voit bien que les étudiants, il y a un petit choc au moment du choix. C'est-à-dire que les étudiants chez nous en première année ont un petit choc, puisqu'il faut qu'ils s'adaptent et qu'ils choisissent. Donc on voit bien que le taux de réussite n'est pas 100%. On voit que quand on prend des étudiants de but, ça peut aussi arriver qu'il y ait un petit choc à l'arrivée sur des études de master ou d'école d'ingénieur où le niveau est un peu différent, un peu plus exigeant, etc. Donc ils ont été un peu plus encadrés, un peu plus suivis, et les choses sont peut-être un peu différentes. Et on voit bien que les écoles d'ingénieurs, pour discuter, moi j'étais enseignant à l'INSA Lyon, que je connais bien, et je suis moi-même ingénieur, donc je connais bien le système des écoles d'ingénieurs et de la formation de l'école d'ingénieurs. Quand je discute avec mes collègues de l'INSA, ce qu'ils me disent, c'est que le choc, il arrive après maintenant le diplôme. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gens qui sont diplômés d'école d'ingénieurs, ils arrivent à la vie active, et là, ils découvrent, et là, il y a un petit choc parce que, voilà, c'est plus, on est généraliste, et il faut rentrer dans quelque chose et y aller à fond. Et ils ne sont pas toujours habitués, mais là, ils ont un petit choc. Donc, à quel moment cette prise d'autonomie doit se faire, et cette compréhension et cet engagement, je dirais que, et après, il y a des passerelles. On prend des gens de but, on a des gens qui font des prépas qui viennent chez nous, parce que c'est pas leur truc. Voilà, il ne faut pas se fermer, on ne va pas se fermer, nous. On prend les gens comme ils sont. Et par contre, notre avantage, c'est qu'on formate moins aussi. Je pense que quand je vois les écoles d'ingénieurs, que je vois les étudiants, etc., je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais ils sont beaucoup plus formatés. Je pense qu'à l'université, on a une variété d'étudiants, des origines aussi. On a beaucoup plus d'étudiants étrangers, on a des parcours différents, on a des capacités différentes d'étudiants, et je pense que c'est une richesse. Parce qu'on est confronté à d'autres personnes. Et vous avez insisté aussi tout à l'heure sur un point qui paraît important, c'est l'encadrement à l'université qui est quand même bien plus présent que ce qu'on imagine. Oui, oui. Et... Il y a un étudiant oui, qui est là. Qui pourra nous en parler, vous pouvez nous en parler. Il sait qu'on les surveille, oui. On leur demande des justificatifs quand ils sont absents. On les connaît, on les appelle par le prénom pour la plupart. Ça n'est pas sûr. J'ai pas de mémoire des prénoms, des visages, mais on les connaît. On connaît nos étudiants, on surveille la présence, on les mobilise, on les motive pour venir, pour trouver des stages, on les accompagne aussi pour l'insertion professionnelle. C'est pas juste qu'ils découvrent et puis on rentre chez eux, on accompagne les étudiants. Je sais que j'ai des collègues qui font des visites d'entreprise et nous on fait des simulations d'entretien. Voilà, on est auprès de nos étudiants pour leur permettre. Et ça, c'est une chance aussi de l'université pour certains étudiants. Parce que les prépas, ça demande un niveau scientifique, mais ça demande aussi un niveau général. On voit bien que c'est des élèves qui vont faire des prépas, des écoles d'ingénieurs, qui ont un niveau en français, en anglais, en culture générale, plutôt, bon, c'est plutôt les bons élèves. Il y a des élèves qui ne sont pas les bons élèves du lycée, mais qui peuvent être très bons dans une domaine dans lequel ils vont s'investir, qui va leur plaire. Et cela, on peut leur donner une chance et on va les accompagner, cela, qui est une vraie réussite professionnelle et qui deviennent ingénieurs. Et comme je vous l'ai dit, et qui sont des ingénieurs qui font des super carrières, mais qui ont un autre parcours, peut-être que ce qu'on imagine des ingénieurs. Oui, je pense que c'est important d'insister là-dessus. On laisse peut-être la parole à monsieur Louis. Merci. Je vous laisse ma place, si vous le sentez. Non, mais je regarde s'il y a des questions. Bien, merci à toutes et à tous. Merci Jean-Philippe. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit mon collègue et dire que je souscris à 200% sur deux notions qu'il a abordées. Effectivement, ingénieur, c'est bien un titre. C'est ni une fonction,
ni un métier, c'est un titre. Et je souscris quand mon collègue dit que sur les offres d'emploi, partout, y compris sur LinkedIn, parce que je suis actif sur les réseaux sociaux, effectivement, on attend aujourd'hui, on lit des offres d'emploi, Bac plus 5, ou ingénieur, ou équivalent. Donc, le master, c'est un Bac plus 5. Donc, ayez bien à l'idée qu'ingénieur, ce n'est pas un métier, c'est un titre. Alors, mon collègue vous a parlé de... vous a parlé de l'offre de formation en ingénierie à la faculté des sciences. Je pense que c'est une démarche qui est intéressante, d'abord parce qu'aujourd'hui vous êtes donc au lycée, et qu'au lycée on ne vous parle plus ou trop peu de mécanique ou d'informatique ou d'électronique, on parle bien de sciences de l'ingénieur. D'accord? Et qu'aujourd'hui, l'évolution étant telle que lorsqu'il y a de l'électronique, il y a de la mécanique et il y a de l'informatique, et la réciproque elle est vraie dans chacun des sens et dans chacune des directions. Alors moi je vais m'attarder, parce qu'il y a mon chef de département avec moi, sur la présentation de l'offre de formation en mécanique et en génie mécanique à la faculté des sciences. Ça va être très bref, il y a uniquement 2 diapositives. Cette offre de formation, elle est très proche de ce qu'on appelle un cycle d'ingénieur. Pourquoi? Parce que vous voyez, le titre de la slide, c'est du L3 au master. C'est-à-dire que moi, je vous parle là d'un cursus qui est de la 3e année de master, pardon, 3e année de licence à la 2e année de master. Parce que philosophiquement, cette offre de formation, elle provient de ce qu'on appelait les IUP, les instituts universitaires professionnalisés, et donc elle est en parallèle d'un cycle d'ingénieur. Et pourquoi je dis qu'elle est très proche de délivrer le titre d'ingénieur? Parce que le contenu, il est construit de la même façon qu'une école d'ingénieur, avec chaque année, en 3e année de licence, en 1re année de master, en 2e année de master, une mise en situation pratique. Ça, c'est une volonté des collègues, c'est historique, et cela restera ainsi. Ça veut dire que la formation, elle est organisée en secteurs. Vous voyez le premier tiré, il y a des mots en italique, scientifique, technologique et général. On est typiquement pour conduire les étudiants aux compétences d'un ingénieur. Alors on va retrouver un secteur scientifique qui va peser globalement pour un tiers des crédits de la formation, et donc en génie mécanique et en mécanique, on retrouvera tous les outils scientifiques nécessaires à la compréhension des mécanismes de conception, de production, mais également d'automatisme et de robotique. Donc des mathématiques, de l'informatique, il y a des mécaniques du solide, mécanique appliquée au milieu fluide et à la thermique, puisque un fluide, c'est les liquides, mais c'est aussi les gaz. Et puis ensuite, il y a tout ce qui concerne les calculs de structure, dimensionnement de structure, résistance des matériaux. Et puis de plus en plus, il faudra s'ouvrir à l'énergétique et aux prises de conscience des applications environnementales. Nous sommes en train d'ailleurs, si je peux abuser, de verdir un petit peu nos interventions. Le secteur principal de cette formation sur 3 ans, c'est bien entendu le secteur technologique, parce que dans ce département, le génie mécanique est perçu comme 2 colorations principales. Il y a la conception mécanique et il y a ensuite la production mécanique. Comme il y a n'importe quel système qui a un cycle de vie, les matériaux ont un cycle de vie. On part des ingrédients, ils sont extraits, ils sont traités, ils sont mélangés, il y a une phase d'élaboration, de mise en forme, de caractérisation, puis ensuite de durabilité, et puis, eh bien, au final, on arrive ensuite sur les problématiques de recyclage. De la même façon qu'un matériau a son cycle de vie, un système mécanique a aussi son cycle. Il y a d'abord une analyse des besoins, l'expression d'un cahier des charges et toute la partie de conception. Puis ensuite, on passe à une phase d'industrialisation et derrière, il y aura la production. Et donc, l'idée de l'offre de formation, c'est de permettre aux étudiants de bien maîtriser ces premiers aspects-là du cycle de vie d'un système mécanique, du cahier des charges, de l'analyse des besoins, jusqu'à sa mise en production. Donc, dans ce secteur technologique, évidemment, des disciplines de conception mécanique, alors assistées par ordinateur, évidemment, il y a des calculs de dimensionnement, on retrouve des disciplines propres à l'hydraulique, donc ensuite les phases d'industrialisation, puis ensuite tout ce qui va être plutôt propre à la production, avec les organisations, gestion de production, gestion de projet, développement de projet, et puis les systèmes automatisés, et tout ce qui est en lien avec la robotique.
Et puis je disais que nous étions toujours à l'esprit d'être proches des exigences de délivrer un titre d'ingénieur, même si nous ne le faisons pas. Donc il y a un secteur de formation générale, où on va retrouver des disciplines avec des langues, donc de l'anglais, du droit, de la gestion, des techniques de communication, du management, la sensibilisation à la propriété intellectuelle, et systématiquement, une mise en situation pratique, qui, pour la 3e année de licence, cette mise en situation pratique se fait dans un pays anglo-saxon. Nous avons, avec les collègues, un réseau de partenaires au sein des universités, une quinzaine d'universités européennes. Alors, c'était, avant le Brexit, majoritairement au Royaume-Uni. On a maintenant pu étendre ce réseau aux Pays-Bas et très fortement en Allemagne. Et puis ensuite, il y a la possibilité de mise en situation professionnelle en master. Alors, vous avez de la chance d'être là ce soir parce que la nouveauté, on peut désormais communiquer dessus, Jean-Philippe, c'est qu'à compter du 1er septembre 2025, ce sont les 2 ans de master qui seront proposés en alternance. Et ce n'est pas un hasard, ni une opportunité qui est arrivée ainsi. C'est un choix qui a été mûrement réfléchi, et je vais vous expliquer pourquoi sur la prochaine slide. Je voudrais simplement m'attarder sur les quelques images. Donc il y a deux rangées de photos. La première, c'est pour vous montrer les équipements que nous avons dans notre département. Nous avons encore de la chance parce que notre département de formation est assez bien doté financièrement de par diverses origines de recettes, de par le dynamisme des collègues aussi pour aller chercher des recettes d'alternance, etc., de taxes d'apprentissage, peu importe. Donc, un parc de matériel et un parc expérimental qui est assez intéressant. Le premier, c'est avec la mobilisation des collègues sur les 3 premières photos, une plateforme robotique collaborative. Donc avec des robots collaboratifs qui permettent de maîtriser leur programmation, leur mise en mouvement et de faire des premiers pas intelligents et pertinents en robotique. Donc il y a plusieurs types de robots, de familles, cobots. Et puis vous voyez sur la première photo, au fond, un squelette de véhicule, parce que l'acquisition de ce matériel-là se fait toujours sur des réponses à des appels à projets, mais également en partenariat avec le tissu industriel. Et donc là, typiquement, nous avons bénéficié de dons d'un équipementier, d'un industriel automobile, Stellantis, pour ne pas le citer. Nous avons également des équipements intéressants en fabrication additive, des techniques de fabrication d'impression 3D, alors soit par dépôt filaire à l'état fondu, soit par stéréolithographie. Et puis nous sommes équipés de locaux de formation avec plusieurs salles de conception assistée par ordinateur. Donc ce ne sont pas forcément des salles de calcul, ce sont des salles où il y a également la place, comme sur ces tables-là, au-delà des écrans pour dessiner. Parce qu'on conçoit sur PC, mais il faut d'abord dessiner à la main. D'accord ? Pour sentir ce que l'on fait. Et puis mon collègue l'a dit, dans la démarche des collègues, nous avons à cœur d'amener les étudiants sur le terrain, donc via des visites en entreprise. Nous avons amplifié d'ailleurs cette dynamique-là depuis 2018, Christophe. Donc avec les plateaux techniques compositiques de fabrication additive, de robotique, donc en faveur de la mise en œuvre de matériaux composites tissés fibres longues sur Pleumeur, à côté de Lorient. Nous avons l'opportunité de visiter régulièrement les chantiers Piriou à Concarneau. Nous pouvons aller jusqu'à Rennes, à Vitré, à côté de Rennes, sur le site de l'équipementier automobile Cooper Standard, pour la visite des installations R&D et de fabrication de systèmes d'étanchéité pour les secteurs automobiles. Nous avons l'opportunité d'aller visiter les réseaux les ateliers de maintenance de Bibus, les ateliers d'assemblage d'Airbus Industrie et des chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Et puis pour les plus chanceux, parce que nous avons des relations extrêmement privilégiées avec Volkswagen sur le site d'Emden en Allemagne, et bien depuis quelques années, tous les ans, nous avons l'opportunité d'amener des étudiants au cœur des assemblages de certains modèles Volkswagen, ID4, ID7, ID10. Je peux vous passer tous les modèles parce qu'après je fais de la publicité. Bref, donc nous essayons aussi d'amener nos étudiants sur le terrain, pour certains, ces catalyseurs d'insertion professionnelle. Voilà, je n'irai pas plus loin sur cette slide-là, mais je voudrais revenir parce que, et Jean-Philippe, à très juste titre, tu as parlé aussi tout à l'heure d'IUT, au sein de notre département, on adore les IUT. Et là, je voudrais m'attarder sur une offre de formation à 5 ans
c'est une opportunité qui est unique, d'abord à l'échelle de l'établissement, de la volonté de l'équipe, avec le soutien des différentes composantes et de la gouvernance de l'établissement. D'ailleurs, merci à vous pour votre confiance. Donc, merci à la faculté, à l'IUT et à la présidence. Cette structuration renforcée sur 5 ans, c'est quoi? Eh bien, vous avez à gauche sur la slide les 3 ans de formation en bachelor universitaire de technologie qui se font sur le site de l'IUT. L'IUT, il est derrière le terrain de sport synthétique, il est à 2 minutes à pied. Et si les étudiants veulent continuer en master, sur 2 années d'alternance en master, nous avons mis en place une bidiplomation avec les collègues de l'IUT, c'est-à-dire que sans frais supplémentaires, uniquement avec une double inscription d'une composante à l'autre, de l'IUT à la faculté, c'est 3 minutes à pied pour des étudiants de 20 ans, c'est 4 minutes à pied pour des enseignants-chercheurs de 40 ans, et c'est 5 à 6 minutes à pied pour des enseignants-chercheurs de 60 ans. C'est tout proche, vous êtes d'accord? Et donc, cette bidiplomation, c'est consiste à dire que si les étudiants suivent la première partie de l'année à l'IUT, le semestre 5, de septembre à décembre ou janvier, sur l'IUT, puis ensuite viennent continuer à la faculté au semestre pair, c'est-à-dire de janvier-février jusqu'à juin, la validation de cette année-là articulée, un semestre à l'IUT, un semestre à la faculté, va systématiquement leur conférer pas un, mais 2 diplômes. Le premier diplôme qui est celui du bachelor universitaire de technologie et le deuxième diplôme qui est celui de la licence sciences pour l'ingénieur, qui est généraliste, mais évidemment concernant le parcours génie mécanique. L'idée de cette bidiplomation, elle est exclusivement pragmatique. D'abord, c'est de permettre un panel de poursuite d'études le plus large possible à l'issue de cette bidiplomation, en cursus master, évidemment, sur le site de l'université, mais en école d'ingénieur, parce que les étudiants sont libres, ils n'appartiennent à personne. À l'issue de cette bidiplomation, ils peuvent s'insérer professionnellement ou alors se diriger vers des formations à double compétence. Mais pourquoi cette formation, elle est pragmatique? D'abord, parce qu'elle structure une offre sur 5 ans sur le même établissement, et donc dans le contexte actuel de volatilité et de vulnérabilité de l'information, je veux dire, l'actualité nous le démontre tous les jours. Elle consiste à rassurer les étudiants, à rassurer leurs proches, à rassurer les parents, et à démontrer qu'il est possible de se former sur 5 ans via 2 cycles universitaires distincts sur le même lieu. Il n'y a qu'une rue à traverser. Ce sont 2 équipes qui se connaissent, puisque les collègues de la faculté interviennent en nombre à l'IUT, et la réciproque est vraie. Et la cohérence pédagogique a été construite ensemble. J'insiste sur une chose, cette bidiplomation, elle est effective, elle va prendre de l'ampleur l'année prochaine. D'accord? C'est une démarche qui est pragmatique, c'est surtout une démarche qui est innovante. Elle est unique à l'échelle de l'établissement, et pour le moment en France, elle n'existe pas ailleurs. Voilà. Et donc je vais terminer avec le génie mécanique sur 5 ans à l'UBO, et bien à l'échelle de l'université, parce que l'IUT, c'est l'université. L'université, c'est les facultés, mais c'est aussi les IUT, les écoles d'ingénieurs internes, etc. Donc le génie mécanique à l'UBO, sur 5 ans, c'est 500 étudiants. D'accord, c'est 500 étudiants sur 5 ans de formation. Ce sont des relations qui sont très privilégiées avec le secteur industriel, puisqu'au niveau de cette formation sur 5 ans, c'est en moyenne par an 80 industriels, donc du milieu privé industriel, qui interviennent en formation en faveur de l'acculturation des étudiants pour l'entreprise. Puisque mon collègue parlait tout à l'heure de formation généraliste, et aujourd'hui, même au niveau des écoles d'ingénieurs, il y a un gap entre la sortie du cursus et, au détriment de l'acculturation en entreprise, l'insertion professionnelle. En mécanique, nous avons ce gène-là, d'avoir une acculturation de l'entreprise. Ça a encore été, Christophe, souligné récemment au Conseil de perfectionnement. Et avec l'alternance, c'est un réseau en moyenne de 100 entreprises du Grand Ouest, évidemment du bassin de l'île de Brest, mais du Grand Ouest. Le Grand Ouest, c'est la Bretagne, Pays de Loire, etc. Mais de France métropolitaine qui, tous les ans, accueille un ou plusieurs étudiants en contrat d'alternance. Puisque sur ce cursus de 5 ans, le contrat d'alternance, il est possible en but 2, en but 3, mais à compter du 1er septembre, en M1 et en M2. Et le cursus d'alternance, les étudiants, vous avez à la fois le statut d'étudiant, mais également celui de salarié. C'est important aujourd'hui de voir ce statut, parce qu'en ayant le statut de salarié, aujourd'hui on demande aux gens de se projeter très loin et très vite, vous cotisez.
C'est important de cotiser et de cotiser tôt. Voilà. Et puis, pour les mises en situation en troisième année de licence à l'étranger, entre l'IUT et le génie mécanique à la faculté, c'est environ, c'est ça, 12 à 15 universités, ou départements d'université, ou laboratoires, ou entreprises, partenaires en étranger. Voilà, je ne dirai pas davantage sur le génie mécanique. Si vous avez des questions, à l'issue des interventions des collègues, je serai naturellement très heureux d'y répondre. Et moi, j'ai une question, enfin, c'est juste pour éclaircir la bidiplomation. Donc, ils font par exemple L1, L2, génie mécanique, et après, c'est en L3, ils font un semestre. C'est pas ça? La bidiplomation. Ah, Il y a d'accord. le Oui, but. c'est ça. C'est dommage, je n'ai pas mon poème. But 1, but 2, donc D'accord. but 1, semestre 1, semestre 2, but 2, semestre 3, semestre Ok. 4, à l'IUT. D'accord. ok, Et c'est sur le en- but 3, D'accord. semestre 5 à l'IUT. La bascule se fait au milieu de la troisième année, qu'ils ont commencé à l'IUT, qu'ils viennent terminer à la faculté des sciences. Alors l'articulation pédagogique, je vais être très honnête, but, formation à dominante technologique. Le semestre 5 est plutôt le secteur technologique de cette année de bidiplomation. Le semestre 6 est plutôt à vocation scientifique avec mise en situation pratique et le stage. Et s'ils valident cette troisième année de but, ça veut dire qu'au préalable, ils ont validé le but 2 puis le but 1. En validant cette troisième année de but, semestre 5 IUT, semestre 6 faculté, de droit, ça leur confère 1. Le diplôme du but, spécialité génie mécanique et politique sous le sceau de l'ULEO, et 2. Le diplôme sciences pour l'ingénieur, donc l'équivalent L1, L2, L3, par contre concentré au parcours génie mécanique. Oui, donc moi je représente la faculté des sciences et techniques, mais je vous disais, comme vous parlez, il n'y a pas de concurrence dans ma faculté, puisque ce sont nos partenaires au sein de l'université. Et voilà, et donc, qu'on soit clair, nous, voilà, si un étudiant veut faire le but parce que ça lui semble plus adapté, et on va lui conseiller de faire ça. Et s'il veut faire le. Alors après, on peut parler du portail. Le portail pour les lycéens qui correspond au niveau licence, c'est le portail Easy pour le mécanique. Là, il y a les portails, parce que vous pouvez en parler, c'est important. Tout à fait. Donc, il y a les buts, les DUT, les IUT, bon, ils sont assez généralement bien identifiés par leur spécialité. C'est un peu plus compliqué pour les lycéens pour comprendre dans quel portail ils doivent candidater. Donc, si c'est pour mécanique, électronique, informatique, c'est le portail Easy, puisque la première année, elle est commune, et c'est une année de préorientation pour aller après L2, L3, une spécialité. Ici, c'est informatique et sciences de l'ingénieur. Voilà, ici, informatique, sciences et ingénieurs, ça c'est ce portail-là, donc pour les lycéens. Ensuite, il y a le portail MPMUI, qui est plutôt maths, physique, Mathématiques, économie. mathématiques, économique Et et aussi informatique. Parce qu'on peut aussi faire l'informatique en passant par ce portail-là sur le premier semestre, après on rejoint ici, sur l'orientation progressive. Donc là, si je suis plutôt SPI, plutôt électronique, mécanique, techno, je vais plutôt faire le portail ici. Si je suis plutôt à l'aise en maths physique, je vais plutôt aller sur un PMI. Par contre, si je veux faire l'actuariat, je parlais actuariat, c'est après un PMI, ça c'est évident. Donc, actuariat, c'est un PMI. Et puis ensuite, j'ai présenté l'écologie, l'ingénierie en écologie aussi, et en chimie. Donc là, on est sur le portail BCPG. Donc BCPG, biologie, chimie, physique, géologie, BCPG, d'accord? Donc quand j'ai parlé d'ingénierie en écologie et en chimie, c'est ce portail-là. L'actuariat, c'est MPMI. Et si je suis sur électronique, mécanique, informatique et image et son, puisqu'on a parlé avec quelqu'un qui était intéressé par image et son, on est sur le portail Easy. D'accord? Il peut y avoir quelques petits changements. On croit MPMI pour informatique peuvent aller à Easy, mais quand même il y a trois portails quand même différents. Et à l'intérieur, le premier semestre c'est très commun. En général, il commence à avoir une option au deuxième semestre. Et ce qui permet de confirmer son choix et donc d'aller après se spécialiser en général par la L2. Deuxième année. Pour qu'on soit clair, les portails, c'est ce que, lorsque vous allez sur Parcoursup, c'est ce que vous allez devoir choisir en fait. Voilà. On ne choisit pas la fac de sciences, on choisit les portails.
Ouais, c'est important de... Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, je pense, pour les lycéens de faire le lien entre les formations d'ingénieurs dont on parle et le portail. Hein. Comprendre que ce que vient de parler Julien, c'est easy, c'est peut-être pas évident au départ. Mais donc, c'est important de bien le noter ici. Et voilà, donc après, il n'y a pas de, avec les UT, il n'y a pas de concurrence, c'est des choix différents. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Puisque je vous propose, parce que je suppose que vous êtes tous sur Brest la semaine, c'est que si vous êtes intéressé par une visite des locaux, bien entendu, il y a le 1er février, et si vous voulez une visite entre guillemets un petit peu plus privative pour qu'on réponde intégralement à vos questions et qu'on vous décrit précisément cette bidiplomation, je vous laisserai mon adresse mail et puis on cale le moment et on le fait avec. J'accueille les gens avec grand plaisir. Les collègues et moi, nous accompagnons les étudiants dans la rédaction de CV, de lettres, l'insertion professionnelle, les recherches de stages, de contrats, en France, à l'étranger, peu importe, on est vraiment là-dessus au département. Je vous confirme, Christophe. Voilà, donc n'hésitez surtout. Et les autres spécialités aussi. Et puis vous aurez, tout à l'heure, je vous montrerai sur le site de Cap Avenir, il y a aussi les immersions, la possibilité le 11 février de venir passer une journée en fac de sciences sur l'un des 3 portails que vous avez mentionnés pour pouvoir découvrir en interne, je dirais, assister à des cours, rencontrer des étudiants, assister à des cours magistraux, assister à des travaux dirigés. Donc ça, c'est tout à fait possible. Je vous montrerai tout à l'heure, si vous êtes intéressé, où vous pouvez vous inscrire. Peut-être avez-vous des questions à poser aux 3 enseignants qui sont présents? 4 même? 5? Il y a plusieurs aussi. Il y a un étudiant qui sait. On va laisser la parole à Romain après. Alors, s'il n'y a pas de questions... Oui, allez-y. Quel est le volume horaire pour les licences génie mécanique, à peu près? Volume horaire sur l'année? Sur une semaine. Sur une semaine? Alors, la question, elle est pertinente et elle est délicate, parce que les enseignements sont organisés, sont de 3 natures différentes. Il y a des cours magistraux, des séances de travaux dirigés, des séances de travaux pratiques. Un cours magistral va durer 2 heures. Une séance de travaux dirigés va durer 2 heures. Par contre, les travaux pratiques, le temps de s'installer, de poser les hypothèses, de faire le montage, de faire les essais, de conclure, d'interpréter, ce sont des demi-journées, ce sont des blocs de 4 heures. Et naturellement, l'enseignement étant semestrialisé, en début de semestre, vont commencer les cours magistraux. La première semaine, il n'y aura que les cours magistraux. Ensuite, il y aura des TD qui viendront se rajouter, et ensuite viendront les TP. Donc, je dirais que des semaines de cours où il y a des cours magistraux, des TD et des TP sur un semestre, ces semaines-là, entre guillemets, avec des enseignements des 3 natures en génie mécanique sur 14 semaines, il va y avoir 2-3 semaines qui seront à ce rythme-là. Donc la première semaine, les 2 premières semaines, c'est les cours magistraux, c'est très, très souple. Ensuite, voilà, la volumétrie va augmenter crescendo, mais les étudiants peuvent globalement avoir 2 demi-journées de libre par semaine pour leurs activités ou leur vie étudiante. Mais ce sont des emplois du temps qui sont mouvants, parce que d'abord, il y a des questions de disponibilité de salles, des questions de disponibilité de matériel, parce que le matériel est mutualisé, et puis au sein des équipes, alors particulièrement en génie mécanique, notre offre de formation repose sur une mixité des interventions, c'est-à-dire qu'il y a des industriels, donc avec des contraintes d'emploi du temps, mais au niveau des collègues enseignants, il y a des enseignants, donc des professeurs agrégés, et puis il y a des enseignants-chercheurs. Les enseignants-chercheurs peuvent par période être amenés par leur activité de recherche à partir en conférence ou en jury de thèse ou autre, donc les emplois du temps ne sont pas fixes toutes les semaines, c'est la même chose. Mais globalement, j'ai envie de dire que c'est une grosse vingtaine d'heures par semaine, mais c'est une moyenne. Ma question c'était, est-ce que je sais que ça existe des doubles licences, est-ce que cette licence est conciliable avec une autre licence? On a quelques, je vais répondre sur la faculté, là. Les doubles licences, c'est un peu, on n'a pas de licence double, on a quelques pluris des compétences, on n'est pas à la partie ingénierie là. Quand on est en pluri ou des choses comme ça, c'est plus si on a un pluri en physique, je pense le contrôle de Bénédicte. Vas-y.
À la fac de sciences, on a une seule C'est la double pluri. licence. Ah, le pluri. Non, le pluri, c'est une option qui ne développe pas une double licence. La seule double licence qu'on a, c'est le parcours maths physique, qui est un parcours sélectif où à la fin, les étudiants sortent avec la licence de maths et la licence de physique, mais ils ont suivi pendant 2 ans le double enseignement, à la fois des maths et à la fois de la physique. Donc là, ils sortent avec 2 diplômes. Ça, c'est à la fac de sciences. Après, on a des parcours avec des sélectifs où ils ont un petit peu plus de. On a un parcours sélectif en mathématiques, qui est équivalent un petit peu de la classe préparatoire. On a un parcours sélectif en biologie aussi, où là, ils ont en plus des heures en biologie, des heures disciplinaires en plus en mathématiques, en physique, en chimie, en informatique. Donc, je fais, ça aussi, c'est des parcours. Mais ils ont une licence de biologie à la fin. Par contre, si on fait une double licence, au sens où on va faire une licence de biologie et une licence de psychologie, par exemple, à la fac de l'Est, ça, c'est à l'étudiant de mener sa parcours tout seul et de gérer son temps. Il n'y a pas d'adaptation spécifique pour une double licence dans ce cadre-là. Chez nous, quand on dit voilà, une double licence maths physique, on s'arrange, ça peut se construire en conséquence. Mais ces étudiants de suivre à la fois de la biologie et de la psycho, ils se débrouillent. Il n'y a pas de. Et si je vais sur d'habitude. les spécialités dont on a parlé, et dont on parle ce soir, la plupart des enseignements, on parle de 20 heures, à peu près, c'est ça, je pense, sur l'informatique, l'élec, etc. On est à peu près sur 20 heures, ça peut être 30 heures dans certaines semaines, etc. Il faut voir que ça, c'est le temps de cours, il y a également le travail personnel à côté. Donc on a en gros, on va dire facilement une trentaine d'heures faciles, 30 et 40 heures de travail, à 35 heures, ça dépend des étudiants, évidemment, d'investissement. C'est pas si simple de faire beaucoup de choses à la fois. Peut-être on peut demander à notre étudiant, là, est-ce combien il évalue son temps de travail à licence par semaine? Ça dépend des semaines. En début d'année, vu qu'il n'y a que des cours magistraux et on commence à être TTP, il y a moins d'heures, il y a moins de travail personnel. Et quand on approche des partiels, on augmente beaucoup le nombre d'heures. Là, on est, par exemple, moi je suis en projet là, je suis 8 heures par jour tous les jours. Et quand on rentre chez soi, il y a les partiels qui arrivent la semaine prochaine, on prépare aussi les partiels. Donc là, cette semaine, on est beaucoup plus, on est plus proche des 40 heures et même plus pour certains. Alors, en fait, il se trouve que voilà, donc la station étudiante, typiquement, de master, il y a un projet. C'est-à-dire que, alors c'est toute la difficulté, mais il a des heures, 8 heures par jour de projet, il a ses temps libres, entre guillemets. Bon, il y a l'encadrement, il y a un enseignant qui est dans la salle, ils ne sont pas seuls, mais ils sont autonomes dans leur projet qu'ils doivent mener. Et ça, c'est en général un peu chronophage, surtout quand on est un peu jeune, on a du mal à maîtriser son temps et son investissement. Donc voilà, ça explique que des fois, ils vont rattraper un peu le soir, etc. Puis il y a les examens. Donc il peut y avoir des semaines très chargées. Donc là, faire 2 formations, ça paraît un peu délicat. Je me permets de rebondir parce que vous avez parlé de semaines de partiels et d'examens. En génie mécanique, on a abandonné les partiels et les examens, on est passé au contrôle continu. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de la 3e ou 4e semaine du semestre, Christophe, à peu près, ils viennent tous les lundis matin. Voilà, il y a 2 contrôles continus et puis c'est à tour de rôle. Les 2 premières disciplines le premier lundi matin, puis le 2e lundi matin, la 3e, la 4e, et ainsi de suite jusqu'à la fin du semestre. Tous les lundis matins, contrôle continu. Il n'y a plus de semaine balisée pour les sacro-saints, contrôle intermédiaire ou contrôle terminal. Il y a des contrôles continus, et ensuite, par contre, il y a toujours la mise en place de la session 2, session de rattrapage, etc. La semaine d'examen. La semaine prochaine? Ouais. J'en ai 2. Voilà, c'est ça. Alors que en même temps, cette année, Et ça, cette année, on a 2 sessions, c'est pour ça. Ça a changé. une semaine de 2 examens, ça paraît. C'est pour préparer les fêtes. Oui, c'est une semaine de vacances presque. La semaine de Noël, c'est gentil. Et oui, je suis en vacances en Si je peux me permettre, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes filles. Je voulais vraiment préciser, être clair, que j'ai ma collègue d'électronique qui pourra vous confirmer que l'ingénierie et les sciences dont on parle et les techniques dont on parle ne sont pas masculines. Je tiens à le préciser, c'est très important. Et c'est doublement important parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues. C'est pas pour moi, c'est pour les gars, etc. On est d'accord, Jessica, que c'est totalement mixte, évidemment. On le note, d'ailleurs, on a beaucoup d'étudiantes qui viennent du Maghreb et qui sont très surprises quand elles arrivent en France. Parce qu'on a le Maghreb en électronique, informatique, c'est majoritairement des filles qui sont ingénieurs en électronique ou informatique. Et quand elles arrivent ici, elles sont surprises de voir qu'elles sont minoritaires. Pourquoi? Parce que pour elles, c'est pas du tout. Culturellement, ce sont des domaines tout à fait
mixte, voire très féminin. Donc voilà, c'est vraiment culturel, c'est pas du tout que les garçons sont faits pour l'électronique, l'informatique ou la mécanique ou autre. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, il y a énormément d'opportunités aujourd'hui pour les jeunes diplômés filles, parce que les entreprises ont intérêt à avoir des équipes mixtes et à donner, et voilà, et donc il y a des opportunités. Et donc c'est voilà, c'est tout à fait ouvert. Et l'université, parce qu'on travaille sur l'égalité, il faut le dire, voilà, fait tout pour bien qu'on comprenne qu'il n'y a pas, voilà, c'est pas genré l'ingénierie. Et alors que c'est une idée reçue quand même très forte. Il y a l'idée reçue du diplôme qui fait qu'on ne peut pas être ingénieur sur un master, c'est essayer de lutter contre cette idée reçue. Et l'autre idée reçue, c'est que c'est pas pour les filles. C'est une idée reçue, c'est totalement culturel. Et dans les faits, c'est absolument fou. Voilà, je le précise. C'est une précision importante, effectivement. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on laisse un petit peu la parole à Romain. Romain, qui est donc étudiant en master en informatique. Est-ce que vous pouvez nous préciser? Vous voulez vous mettre là, Romain? Est-ce que vous pouvez nous préciser déjà le type de licence que vous avez faite? Et puis, c'était une licence ISI, c'est ça? Non, moi j'ai fait la MPEI. MPMEI. D'accord. Et vous aviez quelle spécialité au lycée? Alors, du coup, moi j'avais passé le bac avec la réforme, le bac Covid. Alors, pour ma part, j'avais fait spécialité mathématiques, informatique et économie. Et du coup, après, j'ai pris le portail MPI, MPMEI. Et quelle est la spécialité que tu as laissée en terminale? C'est les trois que tu as pris en première. Ouais. Donc, maths, info, économie. Et j'ai gardé mathématiques et informatique. Ah d'accord, tu as laissé économie. J'ai laissé économie. Bah, vu que je voulais être dans l'informatique, Ah, tu savais. il fallait forcément un peu de mathématiques. Et du coup, bon, ensuite, dans le portail, du coup, on a le choix, c'est toujours le cas, soit on fait maths, physique, informatique, soit on fait maths, économie, informatique. On peut choisir entre physique ou économie. Pour moi, en l'occurrence, du coup, j'ai pris économie, parce que je suis pas très bon en physique. Et après, par contre, je suis allé sur une L2 informatique, et là, du coup, il n'y a pas de physique, c'est bon, c'était que de l'informatique. C'était ce que je voulais faire. Et après, j'ai continué sur une L2 informatique, L3 informatique, et là, un master informatique en première année. Et vous avez déjà effectué des stages au cours de votre cursus? Ouais, l'année dernière, en L3, il y avait un stage de fin d'année, pour passer en master. C'était un stage de 2 mois, qui avait lieu les 2 derniers mois de cours, enfin du coup à la place des cours. Et où c'était? Alors pour ma part, c'était un stage fait en distanciel, entièrement en distanciel. C'était la création d'un site web pour une association. Une association, on peut dire ce que c'est. Oui, une association d'échecs, un club d'échecs. D'accord, donc ça c'est quelque chose qui paraît nouveau, les stages entièrement en distanciel, c'est spécifique à l'informatique? Un petit peu. C'est un des seuls domaines où on peut quand même pas mal travailler en distanciel, surtout aujourd'hui. Et aussi parce que, en l'occurrence, c'était une association qui n'avait pas de local fixe, ni forcément de matériel, du coup, je ne pouvais pas aller à l'endroit où ils étaient. Donc forcément, c'était en distanciel, mais ça se fait. Tu as rencontré quand même les gens. Oui, on faisait des réunions chaque semaine. En présentiel. En présentiel. D'accord, c'était le développement qui était fait à distanciel. Au département chez nous, en informatique ou c'est ouais, on se retrouvait à la fac. Oui, c'est parce qu'on dans ces cas-là, on donne des salles. D'accord. Pour pas que les étudiants restent chez eux, ce qui n'est pas une bonne idée. Donc on donne des salles de travail, comme c'était des open space, on va dire, qu'on ouvre pour les étudiants pour qu'ils puissent réaliser leur stage. Ça, c'est arrivé une fois. Après, en master, ils sont en présentiel dans l'entreprise. Oui, comme ça permet d'avoir les deux types d'expériences. Après, le distanciel, c'est pas très recommandé par le professeur parce qu'il faut avoir une bonne autonomie pour ça. Parce qu'on a le risque de pas forcément se lever le matin, pas travailler ou faire autre chose. Parce que forcément, on est chez nous, on est à la fac, on est des copains, certains. Donc il faut réussir à travailler tout seul, il faut savoir le faire, à gérer son temps. Et alors justement, tout à l'heure on évoquait le choix entre la fac, les prépas, le BUT. Qu'est-ce qui fait que vous avez opté pour la fac?
Bon, bah déjà, mes résultats scolaires, j'avais pas trop le choix non plus. Non, parce que j'étais bon en informatique et en mathématiques et moyen en économie, et j'étais pas bon dans tout le reste, ce qui fait que du coup ma moyenne générale n'était pas très bonne. Et dès que je suis rentré en licence, du coup, on a enlevé toutes les matières où j'étais pas bon et je suis resté plus que sur les matières dans lesquelles j'étais bon. Et donc, C'est ce que vous expliquiez. c'est aussi en partie pour ça, pour me spécialiser dans un domaine, parce que moi je suis pas polyvalent, je suis vraiment bon dans un domaine ou deux domaines, et le reste c'était pas très bon, du coup, je choisis, ouais. Tu l'as déjà expliqué, quand les étudiants ou les élèves disent qu'ils ne sont pas très bons, on a un système scolaire qui est quand même un peu dur, qui est un peu négatif, et on n'apprend pas à nos élèves à mettre en avant leur capacité. Ils mettent plutôt en avant souvent leur insuffisance, parce que les systèmes scolaires leur projettent beaucoup ça. Alors ils disent, vous n'arrivez pas dans ça, vous n'êtes pas bon dans ça. Moi je dirais plutôt que voilà, les étudiants, ils ont des parcours, ou si on faisait des schémas de capacité, si vous voulez, sur les compétences, voilà. Tout le monde n'est pas homogène, tout le monde n'est pas bon partout, tout le monde n'est pas moyen partout. Il y a des profils différents. Voilà, des profils différents. Et effectivement, là, on a son profil de spécialiste. Après, nous, quand même, on va tout faire pour qu'ils s'améliorent en communication, par exemple. Si, en général, si la communication, ce n'est pas leur fort, le français, il va falloir quand même qu'ils montent leur niveau de communication, puisqu'un ingénieur peut communiquer énormément. On va demander aussi de monter leur niveau en anglais, parce qu'aujourd'hui, il faut communiquer beaucoup en anglais, il y a une documentation en anglais. Donc, c'est deux domaines d'un côté sur lesquels on va insister. Ça va être important. Pour le reste, oui, s'il n'était pas bon en physique, il n'était pas bon en physique. Et c'est pas si grave, parce qu'on dit que les entreprises vont l'embaucher comme ingénieur, parce qu'ils ont besoin de gens qui sont spécialistes, qui sont bons dans leur domaine, soit d'être bons dans tous les domaines. C'est pas la question. C'est pas grave, et c'est chacun son profil, son parcours. Et nous, on a cette capacité de pouvoir accueillir ces étudiants. Qui sont en réussite. Qui sont en réussite. Et est-ce que vous avez une idée un petit peu du type de poste sur lequel vous vous voyez travailler? Alors peut-être déjà, à l'issue du master, vous vous projetez sur peut-être de la recherche ou de l'emploi direct? Alors pour ma part, je fais un master ou ma deuxième année, donc l'année prochaine je serai en alternance. Ok. Et pour ma part, je recherche plutôt un travail dans une entreprise classique, on va dire, entre guillemets, pour l'informatique, c'est-à-dire un développeur, pour ma part de logiciels, donc créer, concevoir et mettre en ligne des projets, des logiciels. Donc pour ma part, je me vois plutôt dans une entreprise comme ingénieur. Développeur. Comme en informatique, on dit plutôt développeur. Ouais, on dit développeur, cadre, chef de projet, après, vous n'avez pas les noms des métiers. Mais tout ça, au final, c'est la même chose, c'est juste des noms différents. Et pour t'as quoi, ça chercher ton stage? Ouais. Et tu mets, alors ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quoi les mots-clés que tu vous mettez quand vous cherchez? Les mots-clés? Oui, les mots-cles sur les sites, là. C'est parce que les sites que je vous ai montrés, c'est les étudiants qui les montrent. Moi, je ne cherche pas de travail. Après, on connaît aussi pas mal le nom des entreprises, donc on va directement sur leur site à eux. C'est plus rapide, puisque quand même en informatique, il y a quand même un lot de une quinzaine d'entreprises. C'est celles-ci qui recrutent majoritairement, donc on va directement sur leur site. Mais après, sinon, on va sur leur site ou sur des applications, des sites comme JobTeaser ou autres, il dit des... Et sur les offres de stage, est-ce que vous vous censurez si vous voyez projet de fin d'études, projet de stage ingénieur ou pas? Alors, je le faisais au début. Par exemple, quand les dates ne correspondaient pas ou quand le profil n'était pas exactement ce que j'ai, je dis tant pis, je ne postule pas. Et en entretien, on m'a dit faut postuler parce que les dates en réalité elles sont souvent pas fixes. Mais sur les sites, on est obligé de mettre des dates fixes, ce genre de choses. En réalité, ils sont souvent, surtout pour les stagiaires et les alternants, ils sont un peu flexibles quand même. C'est pas très carré. Après, certaines entreprises le font peut-être carré, mais en général, il y a quand même une flexibilité au niveau des profils, même si ça ne correspond pas exactement à ce qu'ils demandent. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les entreprises vous disent ne vous censurez pas. Donc ça veut bien dire que c'est ouvert et qu'évidemment il y a la recherche des gens de l'université. Il n'y a pas de souci. Après oui, c'est toujours marqué, en l'occurrence pour l'informatique, c'est toujours marqué qu'ils recherchent, c'est toujours précisé hommes et femmes, toujours, et c'est toujours précisé diplôme d'ingénieur, bac plus 5 ou équivalent, c'est toujours la même phrase. Donc c'est-à-dire, de toute façon, le seul équivalent du diplôme d'ingénieur, je crois, c'est master. Donc c'est master ou diplôme d'ingénieur, qui est la même chose.
pour les entreprises en tout cas, en informatique. Je pourrais plus informer, mais... Encore une fois, c'est pas tout à fait la même chose. Si je cherche un généraliste qui fait un peu de tout, qui fait un peu de méca, un peu d'électronique, un peu d'informatique, je ne vais pas prendre un spécialiste d'informatique. Si je cherche un spécialiste d'informatique, eh bien, moi, là, après, ouais, après, la plupart des entreprises sont assez polyvalentes. On cherche un peu spécialiste, mais un peu généraliste aussi. L'informatique. En informatique, après, je vais parler que de l'informatique. Pour le généraliste, il y a beaucoup d'universités où on va faire de la physique, de la mécanique, de l'informatique, de l'électronique, un peu de toutes les matières. Tu vois, ce qui est un peu différent de. Tu l'as dit toi-même, tu fais plus de physique, là, tu as l'air très heureux de ça. Alors, je prends juste 2 secondes pour répondre à une personne, puisque nous avons des personnes en visio, j'ai oublié de le préciser. Des questions? Il y avait une personne qui demandait si on pouvait dire un mot sur les formations en géoarchitecture et image et son, c'est une formation très, très spécifique, alors plutôt d'ailleurs son que image, plutôt orientée sur la physique de propagation sonore, sur les équipements pour équiper les salles, c'est très lié aux arts et spectacles aussi, voilà. Image et son, mais cette formation se prépare en L3. On retrouve le même modèle que GMK ou que beaucoup d'autres, parce qu'historiquement, j'ai dit que c'était 3+2, mais effectivement, les écoles d'ingénieurs, voire à l'université, il y a beaucoup de formations qui sont restées sur le modèle 2+3. Donc on parlait de GMK, image et son est clairement sur ce modèle 2+3. Donc on rentre à image et son à L3. Par contre, si on veut rentrer donc à L3 image et son, si on veut y passer par l'université, par l'UBO, il faut prendre le portail EASY. C'est celui qui prépare le 1 et le 2. C'est dans ce portail-là qu'on va sur image et son. Mais attention, c'est un portail, c'est une formation sélective qui va prendre les gens qui sont extrêmement motivés par le domaine. Et donc, ils vont regarder la lettre de motivation, le CV, le parcours de l'étudiant. Et c'est pas simplement, ouais, je suis bon en maths, je suis bon en électronique, je suis bon en méca ou en fou et je rentre. C'est pas, la note est un élément, mais c'est pas l'élément majeur. L'élément majeur, c'est la motivation de l'étudiant et sur l'appétence pour ce domaine très spécifique. Donc là, il faut vraiment conseiller aux gens qui sont intéressés par ce parcours-là de se déplacer sur les salons, sur la journée porte ouverte, de contacter, puisque c'est ISB, ça s'appelle sur le site web, de contacter le secrétariat, d'envoyer des mails, dire voilà, où est-ce qu'on peut vous rencontrer. Donc, Julien, tout à l'heure, disait que vous pouvez faire une visite pour la GMK. Les collègues d'image et son sont évidemment aussi très friands d'avoir des gens qui sont motivés, qui ont un vrai projet. Encore une fois, c'est pas juste voilà, des gens, oh tiens, j'ai vu ça, ça a l'air intéressant. Des gens qui sont investis, qui ont un vrai projet à qui ça intéresse, eux peuvent contacter directement la formation pour savoir quel type d'étudiants ils prennent à L3. Est-ce qu'ils conseillent de faire le portail ici? Est-ce qu'il y a d'autres formations? Ça, c'est plutôt le portail ici, majoritairement, mais ils peuvent prendre des gens qui viennent de prépa, donc qui ont fait des DUT, et un Bac+2 ou Bac+3 qui reviennent faire image et son, et qui ont peut-être, c'est la formation qui leur va bien et qui cherchent, voilà. C'est une formation très professionnalisante, avec le taux d'insertion qui est excellent, avec beaucoup d'interventions extérieures. C'est une formation très originale, qui est faite à l'UBO, et voilà, qui est ouverte, après avec une motivation. Donc vraiment, il faut que les gens se renseignent, investissent, et voilà, ils contactent les responsables. Et si c'est pas le portail EASY, si c'est un BUT, ce sera quel BUT? Alors, ce que je passe, c'est alors il y a la physique, donc je passe mesure physique par exemple. Mesure physique. Physique à la Lyon, je passe, je suis pas sûr, mais il faut qu'il vérifie, mais mesure physique permet l'image son. Pourquoi? Parce que l'image son, vous avez la partie physique du son, si vous voulez, donc la partie scientifique, c'est ça, et il y a aussi la partie électronique, il y a tous les appareils, il y a toute la communication, etc. Donc, et géodésie, qui est le DUT plutôt électronique, et mesure physique, qui est plutôt les... Donc il y a les deux, comme on parle de double compétence, il y a plus que ça, c'est aussi la compétence métier, là, donc c'est vraiment, voilà. Et ils vont prendre des dossiers de ces DUT-là, des gens de chez nous, mais encore une fois, sur le projet. J'insiste beaucoup là-dessus, donc autant contacter les gens sur les forums ou les journées portes ouvertes. Journée portes ouvertes, on a dit que c'est 1er février. 1er février, ça c'est important. Romain. Pardon, j'ai pas répondu sur géoarchie. Oui, géoarchie. Pardon, je n'ai pas répondu sur géoarchie. Géoarchitecture, c'est pas les portails EASY, MPFEI et CPG qui conduisent à la géoarchie. C'est une formation
très différente, puisque là on est sur l'aménagement du territoire. Donc on est entre la fac de sciences et la fac de lettres. Donc c'est un autre type de parcours. Là aussi, vraiment, on a quand même des formations qu'on imagine très spécifiques avec des profils très particuliers. Là aussi, il y a beaucoup d'emplois. C'est des gens aussi très, très motivés. Voilà, il y a tout un tissu de partenaires. Enfin voilà, c'est une formation qui marche très bien. Mais là aussi, il faut se renseigner, il faut avoir une démarche très spécifique. Donc là, j'engage les gens à directement contacter les responsables de formation. Oui, tout à fait. Mais, Romain, donc on le voit, vous avez eu la chance d'intégrer l'université. Comment est-ce qu'on s'organise? On l'a vu tout à l'heure, l'université c'est une vingtaine, une trentaine d'heures de cours et puis le temps de travail personnel. Comment est-ce que vous avez trouvé vos marques, trouvé une organisation? Est-ce que c'était très différent de ce qui se faisait en lycée? Bah oui, parce qu'au lycée, bon déjà il y a des heures de permanence, donc on travaille forcément pendant ce temps-là les devoirs, et quand on est à la maison on en a beaucoup moins. Ici, bah, la permanence c'est chez nous finalement. Mais surtout, bah moi, j'avais déjà un profil licence au lycée, c'est-à-dire que le travail personnel c'était quelque chose que j'arrivais à faire rapidement, je faisais bien, j'avais une bonne gestion du temps. Du coup, bah, en licence, contrairement à certains qui ont eu du mal à s'adapter justement au fait qu'il y ait moins d'heures de cours et plus de temps libre, mais le temps libre, il faut réussir à travailler bien, efficacement, parce que sinon on travaille effectivement beaucoup d'heures. Donc après, moi j'avais déjà ce profil de travailler efficacement chez moi, parce que je sais qu'il y en a qui ont forcément, on a l'ordinateur, on a la console de jeu ou n'importe quoi, on a le téléphone dans la poche, on a du mal à rester concentré. Bah, bon, c'est vrai, hein, c'est comme ça. Ah mais c'est comme ça. Donc ouais, il faut surtout réussir à rester sur le travail. Si on a vraiment beaucoup de mal à faire ça chez soi, la licence, en tout cas la première année, ce sera très dur. Et c'est aussi en partie pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui redoublent ou ratent la première licence, c'est aussi le travail personnel qui a du mal à suivre. La première année, c'est l'année, c'est la marge d'escalier, c'est laquelle la plus haute. Clairement, ceux qui passent la première année, après, il peut y avoir des parcours personnels qui font que, voilà, on a des taux de réussite après qui sont très bons à partir de la deuxième, troisième année, surtout les filières d'ingénierie, je veux dire. On peut avoir des filières un peu sélectives ou un peu plus dures, où on peut avoir des sélections un peu plus difficiles quand elles se rapprochent du master. Pour nous, on a parlé, on veut former les gens, et donc si on passe qu'ils ont le niveau, on les accompagne, et on va essayer de les faire réussir. Mais c'est vrai que c'est la première année qui est la marche, et pour les gens qui viennent de but, ça peut être donc le deuxième semestre de L3 ou le M1, ou les gens, on a beaucoup de gens qui viennent d'étrangers aussi, on dit que la première année qui arrive, c'est toujours une adaptation qui peut être difficile, pas tant par le temps de travail, le niveau, je dirais, mais par la capacité de s'autonomiser, de s'organiser. Après, est-ce que tu travailles seul ou est-ce que tu travailles avec des camarades? Non, je travaille mieux seul. Quand je suis avec quelqu'un, j'ai tendance à discuter, à m'écarter du sujet et à pas travailler. Mais est-ce que tu es isolé? Est-ce que c'est pas mieux des gens qui ne sont pas isolés? Ça dépend des personnalités. Ça dépend, ouais, ça dépend. Il y en a qui travaillent mieux en groupe parce qu'ils peuvent débattre. Ouais. Et moi, quand je débat, en général, on finit par pas travailler. Donc ça dépend, ça dépend des gens. C'est comme le logement, du coup, ouais, j'ai un appartement ici. Et du coup, c'est aux gens d'être plutôt seul ou plutôt pareil, partagé? Ça dépend des personnalités là aussi. Ouais, ça dépend vraiment des gens. C'est vos préférences et aussi ce que vous pensez pouvoir être capable de faire. Si vous pensez que s'il y a quelqu'un, vous n'avez pas à travailler, vous allez suivre, allez plutôt seul et inversement. Alors justement, par rapport au logement, sur le campus, il y a tout un tas il y a plusieurs cités universitaires avec des logements qui sont confortables, avec tout confort. Donc il y a les chambres qui sont à 252 €, je crois, et sinon il y a des studios aussi, et la demande est à faire auprès du Crous. Alors il ne faut pas traîner en fait, on va être dans les temps pour pouvoir faire des demandes. Et puis sinon sur le campus de Brest, il y a aussi tout un tas d'infrastructures qui sont mises à disposition des étudiants pour le sport, le sport gratuit, puisqu'on l'a vu que c'était important aussi tout à l'heure, vous en avez parlé, de aussi prendre du temps pour décompresser par rapport à ses études. Donc là, les étudiants brestois sont vraiment chanceux, puisqu'ils ont, et je crois que c'est une quarantaine
d'activités sportives qui sont offertes gratuitement aux étudiants. La seule contrainte, c'est qu'il faut s'inscrire très vite au mois de septembre. Et donc voilà, il y a aussi un service de santé très performant sur le campus avec des médecins, des gynécologues, des psychiatres, tout ça en accès gratuit pour les étudiants. Il y a un service culturel aussi qui met en place plein de spectacles, d'expositions accessibles à tarifs extrêmement intéressants pour les étudiants. Donc on est sur un campus qui est très dynamique pour ces étudiants. Et il y a des associations étudiantes aussi, voilà. il faut le dire. La faculté des sciences, on en a une à peu près par spécialité, on va dire. Mais en fait, des fois, c'est un peu mélangé. Ils se mélangent dans les associations. La différence avec les écoles d'ingénieurs, que je connais bien par ailleurs, c'est que les choses sont beaucoup plus organisées dans les écoles d'ingénieurs, et c'est-à-dire, par exemple, le sport, c'est tel jour, à telle heure, vous avez sport. Vous voyez, les clubs, c'est presque obligatoire, etc. Donc tout est un peu imposé, donc c'est un peu formaté, ce que je disais. Là, la différence à l'université, c'est qu'on va offrir la possibilité de faire du sport, on va offrir la possibilité à l'étranger. On en parlait, les câbles, c'est vrai dans les autres domaines. On peut, nous, une année, par exemple, un master international, on peut faire sa 5e année à l'étranger, on peut faire la L3 à l'étranger, en informatique. Voilà. Donc on a des possibilités de faire des stages, d'avoir des expériences à l'étranger. La différence avec l'école d'ingénieur, c'est obligatoire. Pour avoir le titre d'ingénieur, il faut passer 6 mois pour avoir une expérience à l'étranger. Là, c'est une opportunité. Donc c'est vraiment une différence un peu philosophique c'est pour ça qu'on a des étudiants qui ont des parcours très différents, et au fond, on intègre des gens très différents parce qu'il y a des gens qui veulent être étrangers, d'autres pas, mais en tout cas, ceux qui veulent y aller, ils auront l'opportunité. Ceux qui veulent faire du sport, ils pourront faire du sport et faire beaucoup de sport. Ceux qui auront une activité culturelle, une activité associative. Et puis, s'il y a des gens qui ont moins cette appétence-là et qui ont, peut-être qu'ils veulent rester un peu tranquille, ou ils ont leur cercle d'amis et ils ne veulent pas intégrer un système, entre guillemets, et bien ils ont la liberté de ne pas l'intégrer. Donc, c'est là où on a une approche différente. Mais il ne faut pas croire qu'à l'université, on ne peut pas partir à l'étranger, on ne peut pas faire du sport, on ne va pas s'associer, on ne va pas parler anglais. C'est pas du tout ça. C'est juste que c'est beaucoup plus une offre et c'est aux gens de s'enseigner. Donc on demande effectivement un peu plus d'autonomie et un peu plus aux gens de construire leur parcours. Donc on a des gens qui sont en général, au final, avec une maturité professionnelle et une maturité un peu plus forte des fois que dans les écoles. Quel conseil vous donneriez, Romain, à des personnes qui ont un projet d'ingénierie et qui voudraient rentrer à l'université? Une question peut-être difficile. Un conseil. Est-ce que par exemple il y a des remarques ou des conseils qu'on vous donnait au lycée où vous vous êtes dit après coup, oh bah ça c'était super important? Non, le lycée c'était un peu la jungle. Les conseils sur les futures formations, on n'en avait pas vraiment, je pense que pas là où j'étais. Chacun était un peu débrouillé. Alors là-dessus, je ne sais pas trop dire. Mais je dirais que c'est plus une question de profil de chacun, si on est bon en telle matière ou si on est bon un peu partout, vaut mieux aller par là. Si on est bon dans une ou deux matières, bah, vaut mieux se spécialiser très rapidement, sinon on aura du mal, beaucoup de mal. Donc en fait c'est juste, ça dépend de votre profil, en fait il faut regarder en fonction de vos années lycée, bah, surtout j'imagine principalement la première et la terminale avec les spécialités, en fonction de vos spécialités et de si vous êtes bon dans telle ou telle matière, aller plutôt en école d'ingénieur ou licence ou autre. J'ai une question, moi, justement. Si je suis un élève, parce que moi, je n'avais pas ton système quand j'ai passé le bac, mais avec ce nouveau système, les spécialités, et toi, tu as dit, j'ai fait maths, économie. Imaginons que l'économie ne te plaise pas, et que la physique, en fait, peut-être t'aurait plu, mais tu penses de 3 spécialités, donc tu as lâché une spécialité qui t'aurait intéressé. Est-ce que tu penses que tu aurais pu réussir sur une spécialité que tu n'avais pas choisie? Est-ce que tu aurais pu prendre physique et que ça ne t'intéresse pas, je n'ai pas bien compris. Mais sur d'autres spécialités, tu as découvert que tu découvrais des choses, que, en fait, on repartait un peu à zéro, et qu'en fait, en mettant un peu plus, en faisant un effort un peu plus important, tu aurais pu quand même rattraper et t'accrocher et avoir une chance de peut-être aller faire quelque chose, parce que tu avais choisi une spécialité, peut-être une erreur que tu avais fait au lycée. Est-ce que l'université t'aurait donné une deuxième chance, ou tu penses que ça aurait été alors, en l'occurrence, pour la choix de ma spécialité, en l'occurrence, les mathématiques, parce que j'étais très bon, mais ça, je le savais depuis très longtemps. L'informatique, par contre, alors j'avais fait une option en seconde pour faire de l'informatique en plus, donc je savais déjà à quoi ça allait ressembler, mais sinon,
il n'y a pas d'informatique au collège, enfin, la technologie c'est vraiment l'informatique. Donc là-dessus, j'ai pu choisir en faisant cette option pour essayer avant. En plus, bon, bah, j'ai toujours été un peu... Mais si un camarade qui n'aurait pas fait ça, je pense qu'il aurait pu attaquer la première année sans problème. Ou est-ce que tu te dis, ah, j'ai pas fait. Parce que beaucoup de lycéens se disent, si j'ai pas fait la spécialité, celle-là, est-ce que je peux quand même aller à l'université ou est-ce que vraiment c'est rédhibitoire? Non, parce que il y a certains de mes camarades de classe qui n'ont pas fait qui ont déjà fait l'ancien bac, donc qui n'avaient pas fait d'informatique au lycée, mais ils sont arrivés, il y avait l'informatique. Certains qui n'ont pas fait physique non plus spécialisé, mais qui pourtant en L1 du coup ont fait physique à la place d'économie. Voilà. Et bon, c'est difficile, c'est sûr, parce que part du principe que tu es censé l'avoir plus ou moins vu. Ça peut se rattraper, on peut s'en dur, et aussi ça peut se rattraper en travaillant beaucoup plus les autres matières, parce que on passe l'année si on a la moyenne. Donc si on a 8 en physique mais qu'on a 15 dans les deux autres matières principales, bah, on passe. Donc, c'est important le choix de spécialité au lycée, mais si on est motivé, on peut compenser le fait de ne pas avoir avoir fait la majeure, avoir laissé en première. Parce que souvent les lycéens ils se disent, mais qu'est-ce que je laisse en terminale? Est-ce que c'est ça que ça va me pénaliser? Est-ce que je peux. Bon, on sent bien que prendre une spécialité qui est proche des spécialités qu'on a au lycée, c'est mieux. Mais si on n'a pas, on aura un peu plus de travail. Mais à ce prix-là, on peut rattraper une option qu'on avait laissée, qu'en fait on aurait préféré. Après, ça dépend aussi si c'est la spécialité qu'on n'a pas pris qu'on veut rattraper. Si c'est une spécialité où on n'est vraiment pas bon, alors là, bien sûr. Là, ça va être quasiment impossible. Mais bien sûr. Mais, parce que là, il y a des choix. Toi, tu vas te trouver dans plusieurs spécialités. Vous expliquer, puisque tu n'étais pas multicarte, mais il y a des gens, tu vois, des élèves qui peuvent. Après, c'est ça aussi que en l'occurrence pour le pays, on peut déjà voir à l'avance le programme, donc les matières et autres, et il y a les descriptions de matières. Vous pouvez déjà regarder tout de suite si, bon, telle matière, je regarde, ça devrait à peu près aller, je connais déjà un peu, je sais. Et donc, même s'il y a une ou deux matières où c'est pas trop votre truc, vous êtes même mauvais, si vous êtes suffisamment bon dans le reste pour compenser l'endroit où vous êtes mauvais, et que l'année d'après, il n'y a plus cette matière, ou l'année encore d'après, tout est une question de moyenne. Je vois qu'il y a des stratégies. Oui, on n'arrive pas ici par hasard, il faut réfléchir. Ok, donc c'est ça, donc le conseil, il faut un peu réfléchir, regarder ce qui se fait et optimiser ses chances, surtout la première année, pour pouvoir aller vers la spécialité qu'on veut. Parce que tu savais que. Oui, même après, il faut quand même continuer à travailler dans les matières où on est le plus mauvais, où on est le meilleur, même encore en informatique, parce que du coup, on a encore plein de matières. Faut réfléchir. D'accord. Excusez-moi, je voudrais rebondir sur 3 points et dire à nouveau que je souscris à ce qui a été dit. Mais je crois qu'il faut compléter les propos. D'abord, on est dans un établissement où il y a une politique en faveur de campus. C'est développé. Je crois que la volonté actuelle, c'est de la développer, puisqu'il y a une direction de campus. On a parlé de mobilité. Vous avez dû peut-être voir dans la presse, sur les réseaux sociaux, l'Université de l'Occidentale est membre d'une alliance universitaire européenne. L'Université de la mer, CIU, c'est un projet qui a démarré en 2016, qui est porté par l'Union européenne, qui a été sur la première vague portée de 2016 à 2021, qui a été très bien évalué, et donc qui, avec 9 autres universités partenaires un petit peu partout en Europe, forme cette alliance universitaire. Et donc, c'est par le biais de cette alliance universitaire CIU que les opportunités de mobilité et de stage à l'étranger au sein de cette université-là est réellement concrète pour le niveau des licences. Le développement de l'alternance en master, on parle plutôt de mobilité au sein des entreprises à la fin de l'organisation professionnelle. Donc, je pense qu'il ne faut pas éluder ici le troisième point. C'est Romain, c'est ça? Parler de capacité de travail, comme mon collègue parlait d'autonomie des étudiants. Il y a également ce qu'on appelle le SCD, c'est pour faire le bref, les bibliothèques universitaires. Il y en a une juste à côté, moi j'amène les étudiants régulièrement. Pourquoi? Parce que d'abord les conditions de travail sont exceptionnelles. Le bâtiment a été énergétiquement rénové, donc une ambiance très sereine, très calme, avec une température très agréable tous les jours de l'année. C'est le vendredi de 8h à 22h. Ça veut dire aussi que pour des gens qui préfèrent travailler tard le soir, parce que certains sont plutôt du matin, d'autres sont plutôt le soir, peuvent aller travailler jusqu'à 22h, jusqu'au vendredi soir inclus, et c'est ouvert le samedi jusqu'à 17h. Et c'est une bibliothèque ici, comme celle qui est en ville, entre autres, qui sont très bien achalandées. Les UBO sur l'Est, c'est comme une bibliothèque
Il y a 7, je crois. Ouais. Donc, ce sont aussi des lieux de travail. Lirez le calme, je recommande de prendre 2-3 minutes en sortant, c'est juste ici, c'est complètement à droite, vous rentrez, vous montez à l'étage, et vous verrez les conditions de travail. C'est une exception. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vous l'ai dit, cette conférence est organisée à la fois par la faculté de sciences et puis par Cap Avenir, le service d'orientation de l'université. Ok, super. Super. Voilà. Et je vais vous montrer quelques outils sur le site de Cap Avenir qui, en tant que futurs étudiants, sont utiles pour vous. Donc là, je suis sur le site de Cap Avenir. Merci. Merci Romain. Je suis sur le site de Cap Avenir et vous voyez, il y a une rubrique lycéens futurs étudiants et je vous ai tout à l'heure parlé de la possibilité de venir faire des immersions à la faculté de sciences, c'est-à-dire de venir passer une journée, la journée du 11 février, c'est un mardi, pendant la première semaine des vacances scolaires de février. Et si vous êtes intéressé pour venir passer cette journée, il faut vous inscrire ici dans la rubrique immersion. Il y a des immersions possibles dans le portail BCPG, biologie, chimie, physique et géologie. Il y a des immersions possibles dans le portail ISI, informatique, sciences de l'ingénieur. Et il y a des immersions possibles dans le portail MP-MEI, maths, physique, maths éco et informatique. Alors, les inscriptions seront ouvertes à partir du 6 janvier. Et je vous conseille de ne pas attendre, de vous précipiter en fait si vous êtes intéressé par les immersions parce qu'il y a peu de places et beaucoup de demandes. Donc si vous êtes intéressé, eh ben, dès le 6 janvier, dès le 6 ou le 7, inscrivez-vous sur ce site-là. Donc voilà. Et je voulais vous montrer autre chose aussi, et ça va répondre peut-être à une question qui a été posée sur le chat. En complément de ce qui a été dit, vous retrouvez dans la rubrique ressources lycéens, vous avez des fiches licences et vous avez des fiches explicatives pour toutes les licences de la faculté de lettres, de sciences et techniques. Voilà, vous retrouvez les 3 portails dont on vous a parlé et vous retrouvez l'explication des licences avec ces différentes rubriques. Et il y a notamment une rubrique que je voulais vous montrer qui plaît en général beaucoup aux parents. C'est la rubrique les débouchés où vous avez une carte mentale qui vous donne à voir un panel. J'espère que ça a marché, on croise les doigts. Ça marche. Ça vous donne, en fait, ça part de la spécialité et ça vous donne un aperçu des différents métiers auxquels peut mener, en fait, la licence, le portail que vous préparez. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Et puis, si vous êtes intéressé pour savoir ce que deviennent les étudiants qui ont fait telle licence ou tel master, vous avez dans la rubrique enquête, ici, le devenir de tous les étudiants de chacun des masters de la faculté de sciences. Ça vous permet de voir où est-ce qu'ils ont pu faire leur stage, dans quel type d'emploi est-ce qu'ils travaillent, quel est le taux d'insertion, ça vous nous en avez parlé. Donc vous pouvez retrouver tout ça dans la rubrique enquête. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport en complément de ce qui a été présenté aujourd'hui. Je ne sais pas si par rapport à tout ce qui a pu être dit ce soir, qui était dense, qui était intense, est-ce que vous avez des questions, des compléments d'information? Oui? Moi j'ai vu dans les fiches licences, là, il y a souvent des mentions qui sont faites sur les parcours. C'est quoi les parcours? À quel moment on... Alors c'est après la première année. La première année, on choisit un portail. Après le lycée, on choisit un portail. À l'intérieur du portail, pour le second semestre, on choisit une option. Et ensuite, donc je sais pas, une option sciences de l'ingénieur, admissible, informatique. Et ensuite, dès la L2, on va encore choisir une orientation sur une sciences d'ingénieur. Ce qui va rentrer, c'est vraiment avoir un parcours dans une mention. Les mentions
par exemple, la mention, c'est mention informatique, mécanique, électronique, mention physique, mention chimie. Ce sont des thématiques pour voir. Vous voyez, c'est une mention. Mais à l'intérieur des mentions, on peut avoir des parcours. Par exemple, nous, les étudiants qui font un BTS et qui après font la L3 chez nous. Un peu le même système de ce qu'on avait dit tout à l'heure pour les buts, mais nous, c'est pour les BTS. Pour les autres BTS, ils font une 3e année d'adaptation pour continuer. Donc, cette L3, c'est la mention informatique. Ils auront une licence d'informatique, mais ils ont fait un parcours un peu particulier. Vous voyez? C'est pas la même, c'est la mention, ils ont une licence d'informatique, mais ils ont fait un parcours. L'organisation de leur enseignement n'est pas le même. Donc on a des parcours à l'intérieur des mentions. Et on peut avoir des parcours. Alors par exemple, la mention physique, on peut avoir un parcours physique-chimie. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse, pardon. La mention, c'est le c'est parcours de la licence. Et dans certaines mentions de licence, il y a différents parcours. Par exemple, si je prends la licence de biologie, ça s'appelle sciences de la vie. Dedans, il y a un parcours qui s'appelle PCMP, biologie cellulaire, physiologie moléculaire, et un parcours biologie des organismes et des populations. Tout ça, ça dépend de la biologie, de la science de la vie, mais il y en a une qui va être plutôt orientée végétale, animale, et l'autre plutôt biologie cellulaire. On a aussi la mention, même en SPI, la mention SPI, dedans, il y a électronique, il y a mécanique, il y a informatique. Et non, imaginez. Et imagine, la mention physique, virgule chimie, il y a 4 parcours dedans. Il y a le parcours physique pur, le parcours chimie pure, le parcours physique-chimie, ou bien la multidisciplinarité physique et chimie. C'est au 2e semestre. C'est plutôt en 2e année. En 2e semestre, on commence à choisir, suivant les portails et suivant comment c'est construit, une discipline majeure. Par exemple, si moi, je prenais le portail PCPG, l'option physique-chimie, on fera physique-chimie en S2. Et en 2e année, on pourra choisir soit physique pure, soit physique-chimie. C'est plutôt à partir de la 2e année qu'on commence à choisir un parcours. Et dans ce parcours-là, vous avez des enseignements qui sont distincts entre d'un parcours à l'autre, ou des enseignements qui peuvent être communs. C'est le même chapeau, en haut, la licence, mais il y a plusieurs parcours à l'intérieur. Et on ne choisit pas son parcours en première année parce que on considère que les étudiants, les élèves n'ont pas assez d'informations sur les différents parcours, et donc ça doit se faire au cours de la première année en fait. Et sur Parcoursup, on va choisir le portail. Le portail. En fait, il faut faire un raisonnement inverse. Vous dites, ok, moi je veux faire de la biologie, je veux faire de la biologie cellulaire. Vous partez d'en haut, je veux sortir avec une licence de biologie cellulaire, et il faut redescendre, soit dans les organigrammes, dans les fiches maquettes, pour arriver à voir quel portail en fait est nécessaire pour arriver à cette licence de biologie. Donc sur Parcoursup, ce sont les portails il y a les portails que vous voyez. Donc, à la fin de sciences, il y a les 3 portails. C'est en portail qu'on rentre pour sortir avec la licence que l'on veut. On ne candidate pas sur Parcoursup sur une licence directement. Si je peux me permettre, pour illustrer, par exemple, si vous voulez aller en informatique, il n'y a pas directement informatique. En réalité, c'est comme on dit, le portail MP MEI, donc c'est maths, économie, informatique. Ensuite, au 2e semestre de la première année, vous choisissez l'option maths, économie, maths, physique ou informatique. Et ensuite, en 2e année, du coup, vous basculez sur le parcours. Donc si vous avez choisi l'option informatique, généralement, c'est pas obligatoire, mais vous prenez le parcours informatique en L2. Et ainsi de suite, après en L3, vous continuez le parcours. Donc, au 2e semestre de la première année, on choisit l'option. Et à partir de la 2e année, on rentre plus ou moins dans le parcours. Voilà. Il y a un gros travail, je comprends en fait pour les novices en fait entre ok, moi je vais faire de la biologie, moi je vais faire de la chimie, mais du coup quand je suis Parcoursup, quand je suis lycéen, il n'y a pas écrit biologie et de chimie quoi. Après je ne dis pas que toutes les facs ont la même construction. Non. Et nous on parle de portail, je suis pas sûre qu'à la fac de lettres par exemple il y ait des portails en plus. Non, il y a des mentions, il y a des mentions, il y a des parcours. C'est pas pareil. Et même je suppose que même à Rennes, c'est pas toujours pareil non plus. La fac, en fac d'éco. Ouais. Alors en fac d'éco, en fait c'est droit, c'est la faculté de droit éco-gestion. Vous avez droit, vous avez éco-gestion, vous avez AES. Vous avez ces 3 pôles. On peut aussi, depuis la LPU, on peut aller aussi en maths économie. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Bien, j'espère que cette conférence Instafac aura répondu aux questions que vous vous posiez.
Et puis, je vous souhaite une bonne orientation. Et n'hésitez pas à nous solliciter pour si vous avez des questions plus individuelles. Voilà. N'hésitez pas à venir nous donner porte ouverte au salon. Et puis aux jeunes qui sont là, pas aux parents, mais les jeunes, il y a bien touché.